Bonjour les circadiens, j'espère que vous avez une belle énergie. Aujourd'hui, pour le 17e épisode du Circadien Podcast, j'ai le plaisir de recevoir Steve Gentis. Alors Steve est un pratiquant d'arts martiaux depuis son enfance et aussi un adepte de la méditation depuis de nombreuses années. Ces disciplines lui ont été transmises par ses parents avec un papa pratiquant d'aïkido et une maman pratiquante de méditation transcendantale. Il est également préparateur physique et il entraîne notamment de nombreuses personnalités ou encore par exemple des artistes et des acteurs pour des cascades de films. Il organise également ses propres stages de méditation, d'exercice physique ou encore de danse. D'ailleurs, Steve sera également conférencier au Festival du potentiel humain qui se déroulera le 20 et 21 mai 2023. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'infos sur ce festival qui va être phénoménal, je mets un lien sous la vidéo en description, comme ça vous pourrez aller voir un petit peu le programme. En tout cas, vous allez voir que dans ce podcast, on part directement dans le cosmos. Steve a une ouverture d'esprit et une compréhension de l'univers qui est juste incroyable. Et son ouverture spirituelle nous a emmenés dans des discussions très profondes. Et il sera peut-être nécessaire pour certains d'entre vous de réécouter en fait ce podcast pour prendre le temps de bien intégrer certains concepts. On va aborder des thématiques notamment sur l'illusion du soi, la méditation, les conditionnements de notre esprit. Donc ce sont des sujets où en fait il est difficile de l'expliquer avec des mots parce que ce sont des expériences que l'on doit faire soi-même, ce sont des expériences qui sont subjectives. Et donc mettre des mots sur ces concepts, ça peut être très compliqué de l'intellectualiser. Donc je vous invite à réécouter ce podcast, tout comme moi je l'ai fait d'ailleurs voilà, ça fait du bien toujours de réécouter les podcasts pour prendre le temps de bien intégrer les informations. Mais en tout cas, vous allez voir que c'est très très passionnant. Alors attachez vos ceintures, car nous partons dans une discussion cosmique dont le voyage va beaucoup vous plaire. Belle écoute. Euh, Magnifique. De toute façon, tu vois, comme je l'ai dit, ces podcasts, c'est vraiment spontané, il y a pas de préparation. Et j'aime bien voir où est-ce que ça mène. Super, on Voilà. adore. Découvrons. Yes. Et du coup, tu vois, pour commencer les podcasts, j'aime bien faire un petit tour d'inclusion où en fait, il s'agit simplement de partager là l'énergie dans laquelle tu es en ce moment, Mhm. quelque chose de positif qui t'est arrivé, que tu as envie de partager, ou si au contraire, il y a quelque chose qui t'a stressé, il y a quelque chose d'un petit peu négatif qui t'a perturbé, bah, tu peux le déposer pour pas que ça entrave l'échange. Ok, très bien, belle entrée en matière. Euh, Qu'est-ce qui me vient là de manière spontanée? Euh, je pourrais dire une blessure qui, au niveau du genou, qui est assez longue finalement à soigner. Ça va faire 2 ans maintenant. Euh, et bref, sans rentrer dans les détails, c'est juste que ça, par vague, en fait, si tu veux, elle me fait travailler. Donc, c'est à la fois, on pourrait voir ça comme un événement négatif, dans le sens où je fais énormément de choses avec le corps. C'est aussi un outil de travail, d'expression, de création, et puis la joie de pouvoir se mouvoir. Et là, cette semaine, en fait, en refaisant le check-up, j'ai vu qu'il fallait que de nouveau, je fasse un step back sur l'intensité pour continuer de soigner cette blessure. Et puis finalement, ça ouvre la porte de, du rapport psyché-soma, corps-esprit. Et j'ai énormément appris via tout le chemin de, si tu veux, de guérison. Et finalement, je vois il y a encore du travail, aussi bien sur cette zone du corps que certainement sur certaines zones de l'esprit. Donc voilà, là, c'est réellement, je suis en plein dedans, je viens juste d'avoir certains résultats, mais ça va bien, je l'accepte et je pense ça comme la suite d'un chemin. Hmm. Super, magnifique. Bah écoute, pour partager moi un petit peu l'énergie dans laquelle je suis, j'ai pris la décision là il y a quelques temps de rendre mon appart d'ici un peu plus d'un mois, à fin mai. De rendre l'appart, de rendre le job dans lequel je travaille en tant que salarié, pour partir voyager un petit peu en sac à dos. Et en fait, ça fait plusieurs mois, tu vois, que j'avais cet appel. Et ça faisait plusieurs mois qu'il y avait un conflit en moi où je me disais, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, garder la sécurité ou partir à l'aventure. Et en fait, j'en parlais beaucoup, tu vois, dans les tours d'inclusion de mes podcasts précédents, que je voulais voyager, j'avais besoin de voir du monde, etc. Parce que là, ça fait maintenant 3 ans que je suis un peu, tu vois, dans ma grotte, dans mes projets, la tête dans le guidon. Je vois presque personne, j'ai peu de relations sociales. Voilà, je jongle entre mon job salarié, et puis après, je suis chez moi, je fais mes dessins, je fais mes vidéos et tout ça. Et
certes, tu vois, j'ai un cadre qui est magnifique, j'ai une super belle sécurité, j'ai une super routine, j'ai une bonne énergie, je suis productif, j'avance dans mes projets. Mais là, tu vois, il y a cet appel de l'âme, enfin, il y a quelqu'un à la fin, à l'intérieur de moi qui toque et qui dit, faut changer là, faut casser la routine, tu vois. Et du coup, voilà, j'ai pris cette décision du coup de partir voyager. Donc, ça va être vraiment la volatilité la plus totale. Et puis aussi, c'est dans le but aussi de développer un petit peu cette antifragilité que tu connais si bien, voilà, d'apprendre à me découvrir à travers le voyage. Et je pense qu'il n'y aura rien de plus formateur que ça. Donc voilà, c'est un mélange d'excitation et en même temps d'appréhension. Et j'aime bien ce qui se passe en moi là en ce moment. Bravo. Eh ben, écoute, magnifique. Ravi de l'entendre. Je pense que, comme tu dis, c'est l'appel de l'âme, c'est l'appel du cœur. C'est forcément juste. Et nul doute que ce que tu vas rencontrer en chemin, en toi et hors de toi, va être, euh, va être juste, en fait. Hmm. Je peux que t'encourager à foncer. C'est vrai que moi, j'ai aussi tellement appris au travers des voyages et des mouvements. Comme tu dis, quand c'est suffisamment viscéral, faut pas se refuser à ça. La vie, c'est maintenant, c'est dans l'instant, c'est pas demain. Et partir pour se rencontrer, ça restera toujours peut-être une des meilleures formules pour nous autres. Ouais. Mort. Et d'ailleurs, on peut en parler de ça. Est-ce que toi, avant, dans quel contexte tu as voyagé? Est-ce qu'avant, tu avais une sécurité et pareil, tu t'es dit, tiens, je vais lâcher un petit peu cette sécurité, cette incertitude? Parce qu'en soi, ce genre de décision qui vient de l'appel de l'âme, c'est totalement irrationnel. Ça veut dire que si là, d'un coup, j'utilise mon mental et que je me dis, est-ce que c'est une bonne décision? Si j'écoute mon mental, ça va être, non, mais tu fais n'importe quoi, tu as une bonne sécurité, tu es bien, là, tu vas faire n'importe quoi. Et comment toi, tu l'as appréhendé? Est-ce que pareil, tu t'es écouté? Et si tu réussi à outrepasser cette décision, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette envie, pareil, de voyager, de tout lâcher, mais ils le feront jamais parce qu'ils sont trop conditionnés, ils sont trop captés, trop emprisonnés par leur mental, et du coup, ils passeront jamais à l'action. On a tous, je pense, nos résistances, nos conditionnements, nos schémas limitants, nos peurs. Euh, Ce qui est sûr, c'est que parfois, faut pas trop réfléchir, surtout quand on a l'opportunité de le faire, quand on n'a pas encore forcément une famille qui compte sur nous pour subvenir à nos besoins, etc. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu, mais personnellement, j'ai eu la chance d'avoir un père notamment qui était pilote, qui m'a toujours en fait encouragé à voyager, à voir le monde. Je le voyais pas tant que cela, mais c'est vrai que les moments qu'on passait ensemble, on a beaucoup voyagé durant mon enfance Hmm. et je pense qu'il m'a donné ce goût à aller découvrir d'autres pays, d'autres cultures et la richesse du monde et et finalement d'aller se rencontrer soi au travers de toutes ces strates de manière de vivre, de manière de penser, de paysages, de sagesse, de richesse ou même de problématiques qu'on peut trouver au travers du monde. Donc il y a toujours eu ça, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de chance dans l'enfance d'avoir ce cadre qui m'a poussé à aller découvrir. Et puis cette flamme, en fait, ce désir de l'aventure. Moi, j'aime bien appeler ça l'aventure. Tu vois, d'aller parcourir, ça a toujours été là. Donc, dès qu'il y a l'opportunité, en fait, je tâche de la saisir, même pour des voyages relativement courts. Mais c'est vrai que ça a fait partie aussi bien de voyages quand j'ai pu travailler avec des compagnies, par exemple, de danse dans le milieu artistique, où on a été en tournée au travers de l'Europe. Ça a été des voyages plus initiatiques, notamment en Asie, pour aller en retraite, pour aller passer du temps dans des ashrams ou des lieux pour méditer ou pour pratiquer le yoga ou le silence. Et puis oui, c'est vrai que la plupart des voyages, en fait, ont pris une tonalité assez initiatique, assez dans la recherche. Et j'associe souvent le voyage avec une opportunité d'aller en silence, d'aller dans des lieux de nature, forcément, mais des lieux aussi puissants énergétiquement ou des lieux chargés d'un certain passé, d'une certaine vibration. Et puis d'aller aux rencontres aussi de différentes spiritualités. Moi, ça, c'est vraiment un peu
ce qui m'anime dans le voyage, c'est d'aller passer du temps, par exemple, dans des temples ou dans des ashrams ou d'aller m'asseoir. Là, récemment, au Japon, avec Pierre, que tu connais aussi, ça a été du temps, par exemple, dans les temples zen pour pratiquer zazen, hein, l'assise. Voilà, donc ou les arts martiaux aussi, hein. Il y a eu la Thaïlande, il y a eu d'autres pays où la pratique martiale m'a finalement amené à voyager et à découvrir une partie de la culture du pays. Donc non, ça a toujours été sur mon chemin. Et je dirais que de plus en plus, en fait. Tout va si vite, quelque part, dans l'évolution du monde. Tâcher de ne pas reporter à demain, comme tu le fais toi, cette impulsion de se dire, allez, on y va, on réfléchit pas. Et finalement, on met le mental off et juste on se lance. Et ce qui arrivera, arrivera. Et ça sera juste. On l'embrassera. Et c'est ça la vie, finalement. Ne pas savoir, découvrir dans Ouais. l'instant. C'est magnifique. Ouais, et puis ces derniers temps, tu vois, j'ai vachement développé une espèce de métacognition avec les pratiques de la méditation au fil des années et à travers de l'auto-hypnose et le silence. Et Mhm. en fait, tu vois, de plus en plus, j'avais de plus en plus conscience du conditionnement dans lequel j'étais, de mes pensées qui étaient récurrentes, de ces pensées d'anticipation, et tu vois, d'entrer au final dans une routine, même si, comme je le disais au début, elle m'est bénéfique. Au Mhm. final, j'ai eu l'impression à terme, c'est devenu un peu une prison dorée. Mhm. C'est-à-dire que au bout d'un moment, en fait, ton futur, il est déjà prédictible parce que tu sais déjà à quelle heure tu vas faire telle chose, tu vois. À telle heure, tu vas faire, voilà, à telle heure, je vais méditer, à telle heure, je vais manger, je sais déjà ce que je vais manger. Et j'avais de plus en plus conscience de ce conditionnement et de cette difficulté aussi de lâcher en fait mes routines. J'ai tellement ancré cette notion de routine, d'autodiscipline, que je n'arrive même plus moi-même à me dire un jour comme ça, bah allez Dylan, aujourd'hui, tu t'arrêtes, tu fais rien, tu fais quelque chose qui a totalement rien à voir, tu vois. Je me lève le matin, ça va être tout de suite la douche froide, la respiration, et tu vois, je suis engagé dans ce processus, c'est automatique. Et du coup, en fait, j'ai commencé à en prendre de plus en plus conscience. Et, et au final, moi qui recherche la liberté, et ben en fait, j'ai l'impression que, tu vois, j'ai beau critiquer, me plaindre parce que je suis encore salarié, que ouais, je suis pas libre parce que je suis salarié, mais en fait, j'ai remarqué que je me retire moi-même cette liberté et je me mets moi-même dans une sorte de prison avec des routines. Et, euh, et du coup, en fait, le fait d'en prendre conscience, je me suis dit, OK, il faut que tu fasses quelque chose là, faut que tu crées de la volatilité, d'où cette décision, tu vois. Donc, je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Je sais pas si toi aussi tu es dans ce processus parce que je pense qu'avec toutes les pratiques que tu fais, les arts martiaux, etc., tu dois avoir peut-être une routine de vie très structurée. Est-ce que des fois tu arrives à totalement te détacher de ça? Ou est-ce que encore une fois, tu es rattrapé aussi souvent par ces conditionnements, par même aussi ces croyances, parce que des fois, j'ai la croyance de si j'ai pas fait ma cohérence cardiaque le soir et puis mes petits étirements, je vais moins dormir, tu vois, je vais pas bien dormir. Enfin, il y a plein de petites croyances à la con comme ça, où on se rend compte, par exemple, il y a un jour comme ça où, je sais pas, tu es chez de la famille et tu peux pas faire ton yoga ou quoi, ben, en fait, tu vas te rendre compte que tu as quand même bien dormi sans le faire, tu vois. Donc, je suis pas mal bloqué par pas mal de croyances et conditionnements comme ça. Écoute, tu soulèves énormément de choses et comme je le disais, ça résonne clairement. Euh, ben, c'est très intéressant et je pense que là, on touche peut-être un point assez central pour ceux qui tâchent d'optimiser leur vie au sens développement personnel, au sens hormèse, au sens vraiment tout optimiser, que ce soit le travail, la productivité, aller faire sa douche froide, sa méditation, sa visualisation, son training, tout planifier. Alors, c'est tellement subtil en fait, et on est tous en plus forcément différents en fonction de nos passés, nos conditionnements, nos éducations. Euh, mais il y a forcément une justesse à trouver entre le fait d'être complètement hors de son corps, hors de sa conscience et être à l'abandon quelque part de son esprit, de sa conscience et en mode automatique. Mais à l'inverse, le fait de devenir peut-être trop rigide, trop structuré, de vouloir tout le temps trop optimiser et être finalement très scolaire, euh, crée quelque chose qui nous fige aussi bien dans le corps que dans l'esprit. Euh, et il y a forcément un mouvement, un juste milieu, un peu comme dans le taoïsme, une voie centrale entre yin et yang. Pourquoi ça résonne?
aussi pour moi d'un point de vue un peu plus personnel. Je te parlais de cette blessure au début de notre échange. Et je sais qu'elle est très liée à... J'ai une forte, on va dire, tendance et autodiscipline à être très, très rigoureux euh, avec moi, avec ma pratique, comme tu disais, avec les arts martiaux, la préparation physique, c'est aussi une partie de ma formation initiale, hein, là, tout ce qui est la préparation physique, etc. Donc, j'ai une manière de m'alimenter, une manière de m'entraîner, de réguler le sommeil, d'aller méditer, d'aller faire, de lire, d'avoir vraiment cet espace dédié à l'étude. Mais finalement, tout ça crée aussi intéressant, aussi stimulant, aussi dans la direction de l'expansion, si tu veux, du corps et de l'esprit, ce soit, et ben, ça crée aussi de la résistance, ça crée aussi peut-être parfois un côté très rigide, et ce qui est rigide est cassant, on le sait. Et je sais, pour ma part, ma compréhension de cette blessure, c'est d'avoir certes poussé trop le corps, mais de ne m'être pas laissé assez de flexibilité aussi au niveau de l'esprit, parce que justement, j'ai eu des moments où j'avais un ascétisme qui était très, très rigoureux, et forcément, ça a cassé. Tout ça pour te dire que je comprends ça. Je pense qu'il y a pas mal de profils assez similaires peut-être aux nôtres à qui ça peut arriver. Et j'ai énormément appris grâce aux pratiques artistiques, notamment à la danse, notamment à la scène avec le théâtre, etc., où la part du lâcher-prise, la part de l'improvisation, la part de justement ne pas savoir et se laisser porter et ne pas chercher à être parfait, en fait, ne pas chercher à bien faire. C'est aussi la méditation, la réelle méditation qui nous enseigne ça. Et finalement, je dirais qu'on a cette oscillation entre peut-être des moments où on va procrastiner, où on aura plus de mal à créer. Et finalement, c'est un peu aussi la nature de l'homme, parfois, peut-être d'être feignant dans certains aspects. Et à la fois ne pas tomber dans cette surdiscipline, cette surrigidité qui fige la vie et qui nous fait passer à côté de l'expérience, de juste se laisser porter peut-être par, bah là, j'ai pas fait mon entraînement, j'ai pas fait ma médite, j'ai pas fait ce que j'avais planifié, mais juste j'ai marché et j'ai reçu le soleil dans mon corps, dans mon cœur, dans mon âme, dans mes yeux. Et finalement, ce qui s'est passé était mille fois plus puissant à vivre et peut-être d'autant plus enrichissant que si je m'étais astreint encore de manière trop rigide et scolaire à la routine que l'on s'impose. Donc voilà, je suis un peu pris le temps de développer, mais parce que je te le dis, ça résonne et puis ça rejoint un peu ce que je te disais. Et voilà, moi, d'un point de vue plus personnel, je sais que j'ai un réel chemin pour trouver cette justesse entre l'autodiscipline et l'ascèse qui t'amène à ouvrir certaines dimensions et cette part de souplesse, cette part de être comme l'eau, hein, de vraiment prendre la forme des choses et la forme de la vie et aller dans le flot de la vie et non pas à contre-courant en permanence. Super, magnifique. Est-ce que toi, tu aurais des petits conseils comme ça pour moi, par exemple, ou pour d'autres personnes qui sont un peu dans cette rigidité de l'esprit? Toi, quand ça t'arrive et que tu en prends conscience, quelle stratégie tu peux utiliser pour justement te rendre un peu plus flexible? Hmm. Euh, la méditation, elle a une réelle place centrale dans ma relation à la vie, aussi par cet entraînement de l'esprit et cette capacité à développer le non-jugement, la non-résistance, la non-saisie, et finalement d'observer le mouvement, l'impermanence de toute chose, de manifestations aussi bien physiques que celle de l'esprit. Et donc d'observer et de contempler ce mouvement permanent, finalement, me recalibre au mouvement de la vie. Et c'est drôle ce que je vois derrière, je crois que tu as l'affiche avec les mois de ta vie que tu as Ah, déjà. le memento mori, oui. Mes yeux sont posés là-dessus. Et ben, tu vois, de justement revenir à cette capacité d'embrasser sa mortalité et ce qui fluidifie, je trouve, ces moments de rigidité, c'est justement de reprendre conscience ici et maintenant de sa mortalité et, et du fait que chaque seconde est unique. Chaque seconde nous approche un peu plus de notre mort. Et c'est comme ça, c'est la perfection, c'est le mouvement de la vie. Pour moi, c'est ça, mes petits wake-up calls quotidiens, c'est toujours de réembrasser cette mortalité. Et puis peut-être d'un point de vue plus physique, plus corporel, la danse intuitive, euh, la dimension plus artistique, aller se laisser porter par la musique, laisser bouger le corps, euh, ou simplement juste sortir dehors et aller marcher, et aller découvrir, prendre le téléphone, appeler un ami et voir où cela peut nous porter. Pour moi, c'est vraiment mes petits sas où je plonge dans la vie
sans m'accrocher justement à une routine trop rigide. Ok. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Et tu vois, j'en parlais l'autre fois dans le podcast avec Pierre de cet utilitarisme dans lequel j'étais rentré. Mhm. Tu vois, quand j'ai mis le nez dans le développement personnel, dans le fait de vouloir créer mon activité, j'étais trop dans le faire pour avoir quelque chose dans le futur. Il faut que ce Pardon. que je fasse, ce soit utile. Il faut que ce soit productif. Il faut que ça me rapporte quelque chose. Ouais, ouais. Et du coup, j'avais laissé tomber pas mal de choses où des fois, je pouvais couper court à des relations, dire non des moments de soirée, des choses comme ça. Et pendant un long moment, j'ai coupé un petit peu ma relation avec le dessin, parce que je dessine depuis tout petit. C'est ma passion de gosse, c'est vraiment le truc qui me met dans un état de flow. Et en fait, le fait de m'être reconnecté à ça récemment, ça m'a fait énormément de bien. Tu vois, maintenant, je fais des posts sur Instagram où maintenant je fais des dessins parce qu'avant, j'en faisais pas. Et puis des fois, je me fais des sas comme ça où je fais des dessins que je ne vais pas forcément publier sur les réseaux, mais qui sont pour moi et parce que j'ai envie de m'entraîner, etc. Et depuis que je me suis reconnecté à ces trucs-là, ça me fait tellement du bien, tu vois, Mm. de retrouver ce flow, comme tu disais, ça peut être la méditation, ça peut être la danse, autre chose, mais ça fait vraiment du bien et l'esprit se libère. Et je pense que ça doit être ça avec toi pour peut-être tes pratiques, là, les arts martiaux, les choses comme ça. Mais des fois, je sens, tu vois, qu'il y a le mental qui revient. Tu sais, des fois, je suis rattrapé un peu par mes démons. Et des fois, je vais bâcler un petit peu mes dessins ou je vais dire, ouais, non, j'ai pas envie de dessiner. Parce qu'en fait, je suis encore, tu vois, rattrapé par ce truc de productivité, tu vois. La dualité en Voilà, permanence, exactement, ouais. le, le, la- le fractionnement, quelque part, les fractions de nos parties d'esprit de construction de personnalité qui s'activent. Non, je comprends complètement. Et ta relation au dessin, je pense que chaque être humain a une capacité à créer, à être dans un geste artistique, quel qu'il soit, le chant, la danse, le dessin, les arts martiaux, etc. Mais réellement, c'est, je pense, une des médecines les plus puissantes pour l'âme, la création, de créer, d'explorer, puis aussi de recevoir de l'art, de se Mm. nourrir du beau. Euh, et ça a une place centrale, bon, forcément, dans nos civilisations depuis des millénaires, mais la place de l'art, d'exercer sa sensibilité au beau, à ce qui touche justement au-delà de l'intellect, et pas un rapport à l'art justement dans le jugement ou l'interprétation de quelque chose, oui, où on rentre dans quelque chose qui devient mental, mais juste l'esprit, l'émotion, l'énergie, ce que ça soulève. Et l'art est une porte, je pense, vers la spiritualité directe et sans conditionnement quelque part. Donc, Mm. c'est, oui, je pense que c'est infiniment sain de dessiner comme tu le fais et d'avoir des espaces pour juste être dans ce geste artistique. Ouais, magnifique. Ouais, parce que surtout aujourd'hui, tu vois, je pense qu'on se perd un petit peu, beaucoup de gens se perdent dans la société dans laquelle on est, avec les réseaux sociaux, avec le fait de toujours se comparer, de faire attention à soi, de vouloir être à la mode, tu vois. Je pense que c'est vraiment les gens, ils ont peut-être un peu perdu leur connexion avec leurs véritables envies et intuitions. Et d'ailleurs, toi, comment tu as découvert la méditation et comment tu l'as intégrée dans ton quotidien? Comment tu l'intègres toi, dans ton quotidien et comment ça fonctionne un peu pour toi? Mhm. Et tout à l'heure, tu disais aussi, t'as dit la vraie méditation. Oui, Alors, est-ce que tu peux faire le distinguo entre la méditation que voilà, la plupart des gens pensent être et la vraie méditation comme tu l'as mentionné tout à l'heure? alors je reviens sur un point essentiel que tu as soulevé, c'est le fait de toujours attendre quelque chose, de toujours vouloir être productif, d'arriver à un résultat. Et finalement, comme toutes les relations dans la vie, nous sommes tous en relation les uns avec les autres. On s'utilise même assez inconsciemment, forcément inconsciemment quelque part, mais on s'utilise pour arriver toujours à nos fins, pour arriver à un résultat, dans beaucoup de cas. Et, et finalement, on est toujours dans l'attente de quelque chose, dans l'attente que la vie nous amène quelque chose, dans l'attente que les autres nous amènent quelque chose, dans l'attente que ce que l'on produit va nous amener à quelque chose. Et je pense que c'est aussi une grande source de nos souffrances, d'être en permanence dans l'attente, parce que éventuellement, et ça c'est un peu aussi la nature de l'esprit humain, lorsqu'on a atteint un point, et ben, au lieu de le peut-être
d'être complètement présent à ce que l'on a réalisé, bah, on va avoir tendance à aller se projeter, à attendre encore quelque chose, et ainsi de suite. Et finalement, au bout d'un moment, il n'y a plus rien à attendre. On arrive au bout de notre chemin, notre vie. Donc ça, c'était important, je pense que tu le soulèves, que l'on l'évoque, parce que ça rejoint aussi directement un des enseignements très forts de la méditation qui est de ne rien attendre finalement. On n'attend pas de devenir un bon méditant, on n'attend pas de s'éveiller, on n'attend pas d'être plus spirituel, surtout pas. On n'attend rien parce on est déjà là et tout est là, ici et maintenant. Euh, la méditation, ça a été bah, encore une fois, la chance de par mes parents, ma mère qui pratiquait un certain style de méditation, la méditation transcendantale. Donc j'ai grandi quand même avec ces influences. Ma grand-mère était pratiquante de tai chi, donc il y avait quand même ces influences. Et mon père aussi d'arts martiaux, notamment l'aïkido. Donc j'avais aussi tu vois, ces influences de corps, esprit, la relation entre les deux. Et assez naturellement, je pense aux alentours de 18-19 ans, j'ai commencé à m'asseoir et à juste explorer en fait qu'est-ce que c'était la méditation, avec au début plein de concepts, hein, l'idée de justement arriver à quelque chose, arriver à devenir un bon méditant, arriver à calmer mes pensées, réussir à dompter mon esprit. Et petit à petit, en fait, j'ai découvert que c'était tout sauf ça. Mais ça a été beaucoup de lecture. Ça a été beaucoup de lecture. Ça a été me rapprocher de certains lieux comme des dojos zen, certains cercles aussi, hein. J'ai rencontré des personnes qui sont aujourd'hui toujours parmi mes amis les plus proches, dont Slim par exemple, ou d'autres personnes avec qui on peut se retrouver entre nous pour faire nos propres retraites, hein, aller en silence et s'astreindre à s'asseoir, à contempler, à pratiquer différents modes de méditation. Bref, j'ai continué un peu ce cheminement jusqu'à aujourd'hui et finalement, tout ce que ça a pu m'apporter d'un point de vue, j'ai envie de dire personnel, mais au-delà du personnel, puisque finalement, ça a été réaliser aussi l'illusion de qui était Steve. C'était aller voir au-delà du personnage, au-delà de la personne que Steve est et reconnecter ou connecter avec cette essence qui est derrière l'identité. Et finalement, plus je l'ai pratiquée, plus je la pratique, plus j'ai eu envie de la transmettre, de la partager. Euh, et aujourd'hui, ça fait partie de ce que je fais. En fait, j'enseigne aussi, je transmets, en tout cas, je dirige des séances de méditation avec certains de mes élèves ou dans des ateliers collectifs ou avec d'autres enseignants où voilà, on transmet, on partage. Il n'y a rien de personnel au final. Pour moi, c'est juste s'inscrire dans une chaîne où la méditation est une des sagesses peut-être les plus pertinentes et les plus profondes depuis des millénaires pour le bien-être et la conscience humaine au sens large, aussi bien pour la santé du corps que de celle de l'esprit, et pour aller vers une évolution, un éveil, on l'espère collectif, parce que tu parlais des gens, de nous aujourd'hui qui allons de plus en plus en fusion avec le digital, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, etc. Mais les gens, c'est nous. Nous sommes les gens. La situation du monde actuel, nous en sommes tous responsables. Alors forcément, si on prend d'un point de vue individuel, évidemment, il y a des êtres qui vont être beaucoup plus dans la destruction que d'autres, dans l'impact qu'ils ont dans un instant T sur cette planète, mais on est tous responsables de la situation et prendre conscience de cela de manière individuelle, de rentrer dans ce chemin, dans cette étude approfondie de ce que nous sommes et de notre part de responsabilité dans le monde, nous amène, je pense, vers cette responsabilité de s'éveiller et de prendre part à un éveil collectif, on l'espère. Et, euh, et j'ai envie de dire, même si c'était perdu d'avance, on le ferait quand même avec, avec toute la force de notre cœur. Et tout ça pour dire que la vraie méditation, ça veut rien dire, mais c'est certainement pas une méditation où on va vouloir atteindre quelque chose. Ça va être cette porte, elle est en permanence la méditation sur ce qui est ici et maintenant. Comprendre cette interconnexion, réaliser, ressentir par tous les pores de sa peau, par l'entièreté de son âme, de sa sensibilité, cette interdépendance, cette réelle religion, religa, au sens où nous sommes tous connectés.
Et aujourd'hui, la physique quantique, toutes ces parties de la science moderne, en fait, ne font que prouver et appuyer encore une fois de plus que l'homme avait déjà compris. Pourtant, c'est aussi simple, quelque part, que de s'asseoir en silence régulièrement ou quotidiennement, mais la plupart d'entre nous ne le faisons pas. Et c'est pour ça que je pense que c'est essentiel de transmettre en tout cas cette puissance que nous avons en nous de pouvoir nous connecter à l'ici et maintenant et percer l'illusion et aller au-delà de la division. Et voilà un peu mon rapport à la méditation. C'est comme une hygiène un peu fondamentale. Nous mangeons, nous dormons, on se lave les dents, on se lave le corps. Méditer, c'est comme une hygiène fondamentale pour la partie spirituelle de notre être. Hmm, génial. Moi, tu vois, ça fait plus de 10 ans que j'ai découvert la méditation maintenant. Alors au début, j'étais pas du tout ouvert à la spiritualité. Je l'ai fait parce que je regardais koh à l'époque et il y avait un candidat qui faisait de la méditation. C'était un gars qui était magnétiseur. Il avait des yeux bleus très perçants, très très mystérieux. Et moi, j'ai toujours été curieux et je me dis putain, mais il fait quoi? Il est sur son rocher tous les matins. Il est assis en tailleur en train de méditer, tu vois. Et je voulais savoir ce que c'était. Et du coup, j'avais fait des recherches sur Internet et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premières méditations. Je mettais des ohms, des bols tibétains, je mettais une bougie, tu vois, je commençais comme ça. Et puis après j'ai un peu lâché, et puis des fois je reprenais, et puis tu vois, ça s'est fait en se construisant petit à petit. Et après, j'ai eu cette ouverture à la spiritualité il y a 4 5 ans. Et là, j'ai repris vraiment plus sérieusement. Tu vois, et ça m'a vraiment permis, comme tu disais, de développer cette métacognition. Et en fait, c'est aussi mon sas de décompression, c'est-à-dire que quand je suis dans ce pur silence, tu vois, dans cet endroit où il n'y a rien, j'aime bien, tu sais, m'imaginer dans ce vide quantique, dans cet espace de vide infini, un peu comme le propose Joe Dispenza. Je ne sais pas si tu es familier un petit peu avec son travail. Sûr? Ah ouais. Et d'ailleurs, ces méditations, je les ai poncées pendant plus d'un an. J'ai lu tous ces bouquins pendant plus d'un an. Je faisais ces méditations tous les soirs avec la respiration pour activer la glande pinéale, etc. Et moi, c'est mon garde-fou, tu vois, c'est quelque chose qui m'aide vraiment à rester centré. Et je trouve, tu vois, que en ayant, ne serait-ce qu'en faisant de la méditation un petit peu tous les jours, en prenant le temps à la fin de la journée ou en début, et ben à terme, j'ai l'impression que j'arrive de plus en plus à l'appliquer en fait dans mon quotidien, dans mon travail, dans chaque tâche. Tu Mm. vois? Il y a des fois, j'arrive à être dans des moments de pure présence avec une personne et de ressentir chaque aspect qui est autour de moi, dans mon corps, etc. Et je trouve ça magnifique. Parce que des fois, souvent, les gens n'ont pas envie de méditer ou dès qu'on leur dit le mot méditation, c'est je vais m'ennuyer, il faut que je m'assoie en tailleur, il faut que je ferme les yeux, je vais me faire chier, c'est ennuyant. Alors qu'en fait, on peut méditer à n'importe quel moment, tu vois, ne serait-ce que, comme tu disais, d'aller se balader, de regarder la nature. Des fois, on trouve un certain apaisement, un certain bruit de fond, tu vois, autour de soi. Et pour moi, c'est ça la méditation aussi. Et comme tu disais, de rien attendre. Et d'ailleurs, ça me faisait penser aussi le fait de ne rien attendre, ça me fait penser à dans la Bhagavad Gita, où en fait, c'est la non-action dans l'action. Et ça, c'est un concept que j'ai énormément de mal à comprendre, encore une fois, peut-être à mentaliser. Parce que je me dis, peut-être même toi, tu vois, qui pratiques l'art martiaux, peut-être que toi, bah, tu cherches à t'améliorer, tu cherches à perfectionner ton coup au quotidien. Peut-être que quand tu fais de la musculation, bah, tu cherches à prendre de la masse musculaire. Donc, il y a toujours au final quelque chose on fait toujours quelque chose pour évoluer. Et ça me fait penser aussi aux propos de Krishnamurti. J'aime beaucoup ses livres. Bien que j'ai encore énormément de mal à comprendre ce qu'il dit, c'est ultra, très, très complexe. Donc, j'ai besoin de relire, de bien digérer. Et en fait, lui, il parle vraiment d'être un être humain totalement libre, déconditionné, c'est-à-dire être seul avec lui-même et vraiment être déconditionné. Et je ne sais pas si c'est possible pour un être humain d'être totalement déconditionné. Est-ce que, d'après toi, on peut réussir à être totalement libéré de ça, de faire des actions sans rien attendre, d'être dans la non-action tout en étant dans l'action? C'était encore une fois une espèce de dualité dans ce qu'on fait, tu vois. Tu soulèves énormément de choses. Hmm. Je reprends un peu, je réorganise dans mon esprit tout ce que tu as dit là parce que c'est évidemment des sujets très forts et qui me questionnent au quotidien. Euh, il y a un mouvement quelque part fondamental, une tension
fondamentale dans la vie, dans la vie au grand sens, hein, dans l'univers, euh, qui met les choses en mouvement. Donc il y a forcément une juste tension, un juste équilibre. On peut aussi parler de principes féminins, de principes masculins, le yin, le yang. Certains enseignements en parlent depuis des millénaires, hein, l'hermétisme et autres, le yin, le yang via le taoïsme. Et, enfin, on le retrouve dans énormément de pensées où on s'est accordé à étudier un peu le mouvement fondamental de l'univers. Donc il y a forcément, il y a aucun absolu quelque part. C'est un mouvement perpétuel, c'est un mouvement permanent. Et la méditation ne s'arrête jamais, elle ne commence jamais. Et c'est d'ailleurs Krishnamurti qui dit cela. C'est aussi un auteur, un penseur qui est vraiment central dans mes études depuis des années. C'est quelqu'un qui, je trouve justement, et lui certainement n'aimerait pas qu'on le rapporte à lui personnellement, parce que c'est au-delà de ce qu'il était en tant qu'homme. C'est c'est- c'est- c'est cette capacité, comme on le disait tout à l'heure, à être un vecteur. Et Joe Dispenza en parle aussi, il y a Eckhart Tolle qui en parle aussi, qui est un grand lecteur de Krishnamurti d'ailleurs. Euh, cette capacité à être un vecteur par laquelle la conscience naturelle, euh, cosmique, universelle, ou de la vie fondamentale pourrait s'infuser à travers nous. Et je pense que cette capacité à développer, en fait, non pas à devenir plus, mais justement à créer de l'espace pour recevoir cette conscience, pour recevoir la vie, à vider sa tasse de thé quelque part pour pouvoir être empli de l'instant, du moment, de cette vibration en permanence de la vie. Et cela passerait évidemment par une capacité à se déconditionner, à se décharger du poids de notre éducation, de nos lignées hein, psychogénéalogiques et de notre héritage. Ça va même s'inscrire jusqu'à nos gènes, on le sait avec l'épigénétique, jusqu'à notre ADN, à transformer jusqu'à nos gènes, à nos schémas engrammés dans notre esprit dès l'enfance, dès l'éducation et puis la construction de notre ego, la construction de notre personnalité par mécanisme de survie aussi, hein. Et puis le poids de nos mémoires, tout ce qu'on a accumulé comme expérience passée, plus ou moins heureuse, plus ou moins traumatisante, où finalement on fait un feedback permanent avec l'idée que nous avons de nous-mêmes. Et finalement, on n'est jamais libre parce que on vit avec on vit avec une entité, mais qui est chargée de mémoire, qui est chargée du passé, qui est chargée du temps et qui est chargée de la pensée. Et non pas que ce soit des choses négatives, puisqu'elles font partie du tout et de la vie et de notre fonctionnement, mais cette capacité à éventuellement se déconditionner totalement, je ne sais pas, mais au moins avoir l'habilité d'être dans cet espace où je ne me réfère plus à ce que je pense être en permanence. J'ai ma mémoire temps, celle qui me sert à prendre des rendez-vous, à vivre, à me diriger dans le monde et dans cette société. Mais j'ai réellement cette capacité, je peux aiguiser et développer cette capacité à être pleinement maintenant, sans le personnage, sans l'identité, derrière le penseur. Et finalement, à trouver une justesse d'interaction et d'action avec la vie. Je parlais de l'action, de l'inaction, mais justement, ne pas savoir, car en développant cette vigilance et cette acuité tellement forte et étroite avec la vie, que naturellement, nous devrions trouver la manière juste d'agir. Et c'est au-delà du bien et du mal. Mais ça sera certainement pas une action qui découle d'un conditionnement ou d'une perpétuelle répétition de tous nos schémas automatiques et engrammés. Et finalement, la méditation, en ça, elle s'inscrit dans chaque moment de notre vie, dans chaque seconde, à partir du moment où on a cette capacité à prendre cette porte, à faire le switch pour aller vers cette présence, où c'est plus Dylan, où c'est plus Steve, avec tout ce qui porte de mémoire, de traumatisme ou d'expérience heureuse, mais juste cet être humain qui, dans cet instant, arrive à être pleinement conscient de son environnement, de sa relation avec l'autre, les autres, et finalement à être libre d'agir sans savoir. C'est pour ça qu'il n'y a pas une bonne manière de faire, mais la seule bonne manière de faire, quelque part, c'est d'être présent ici et maintenant. Et c'est un chemin moment par moment, comme disait Krishnamurti, ça et c'est très juste parce que, et d'ailleurs,
c'est des sagesses et des compréhensions qui sont complètement au-delà du dogme. Il y a justement, ce n'est pas une religion particulière qui le dit ou un enseignement particulier, c'est réellement une observation naturelle des choses, de l'esprit et de l'univers. Ouais. Et justement, avoir la capacité d'être voilà, soi-même sans sans tous ces conditionnements, est-ce que ça implique pas quelque part d'avoir conscience de ces conditionnements, d'avoir conscience de ce passé, de cette charge mentale? Oui. Peut-être que c'est la première chose à faire avant toute, alors j'allais dire toute recherche, non, parce qu'encore une fois, il n'y a rien à atteindre. C'est un peu tu vois, le serpent qui se mord la queue, c'est un truc de fou. Bah, on a vite fait de mettre des mots et de Et de revenir sur ça. visualiser, définir. Ouais. Mais du coup, ça implique d'avoir une certaine conscience, une certaine conscience de soi, de savoir peut-être que, OK, là, mes pensées, ce n'est pas moi, les expériences que j'ai eues, ce n'est pas moi. Et parce que je pense que c'est la première des choses, c'est d'avoir déjà, c'est cette prise de conscience Oui, avant d'effectuer voilà, d'autres recherches en nous-mêmes. oui. Oui, Ouais. complètement. Certainement que l'entraînement à la présence développe cette capacité d'auto-observation et de commencer par prendre un petit step back, euh, de se voir à la troisième personne et d'observer un peu l'entité, la personnalité, le ou les personnages, hein, parce on peut être aussi plusieurs personnages à la fois, quelque part, hein, d'avoir un ensemble de masques superposés où on se comporte toujours un peu différemment en fonction de notre environnement, mais de manière automatique. Et oui, développer cette capacité d'auto-observation pour réussir à se désamorcer, pour réussir à percer justement l'illusion du soi. C'est un entraînement de l'esprit, mais certainement pas quelque chose qui se fait en force et Mm. sans jugement. Ne pas se dire, ne pas être violent et brutal avec soi-même et rentrer justement dans quelque chose qui nous figerait de nouveau, ou qui nous amènerait à tomber dans une autre illusion où on voudrait se reconstruire un autre personnage, mais ouais, de développer cette acuité à comprendre quelle est ma construction et comment est-ce que je peux la déconstruire, influer sur, et ça va jusqu'à la plastie du cerveau, hein, qui est réellement se reprogrammer aussi au niveau anatomique en développant cette capacité à transformer de manière consciente sa manière de se comporter, sa manière d'être. Et, et c'est certainement une des grandes portes de la liberté, d'avoir déjà cette liberté face à soi-même, de ne pas être aux commandes du personnage en permanence, de réussir à l'identifier et à le laisser de côté petit à petit et éventuellement à arriver à un état d'interaction où on ne passe plus par le prisme de l'ego en permanence et Mm. que l'ego retrouve sa juste place euh, de système d'interface avec la vie qui nous permet de nous repérer dans le temps, dans l'espace, de nous nourrir, mais qui ne devient pas une forme de dégénérescence de l'ego qui traîne son corps de souffrance et tous ces schémas réactionnels. Et déjà comprendre qui nous sommes est certainement une base fondamentale. Et comme tout est en mouvement, on peut même très bien le comprendre, réussir à un état de flow quelque part dans la vie ou de conscience et de liberté et retomber dans ces démons 2 mois après parce qu'on a fait preuve d'un peu moins de vigilance, d'être vraiment humble aussi sur le fait que l'état d'éveil, l'état de conscience n'est pas quelque chose de permanent aussi. Rien n'est permanent. On peut aussi très bien retomber dans nos travers à partir du moment où on repasse dans le voile de l'illusion et de l'inconscience. Mm. Ça me parle ce que tu dis parce que combien de fois je peux retomber dans mes travers ou dès que ton attention diminue, boum, tu te fais avoir, quoi. Tu te fais rattraper par tes démons. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on aborde, tu as beaucoup employé, ce terme d'illusion du soi. Mhm. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que j'en ai fait beaucoup de dessins un petit peu. Je suis beaucoup tu vois, inspiré par ce film Matrix, qui Ouais. pour moi est plus qu'un film. C'est vraiment, c'est la réalité, tu vois. On est vraiment dans une matrice intérieure en nous-mêmes, c'est-à-dire on est dans notre propre matrice, mais aussi dans la matrice de la société et du monde. Est-ce que tu pourrais définir qu'est-ce que le soi? Qu'est-ce que le soi? Parce que souvent, ça peut être un petit peu. Voilà, il y a un côté spirituel, on va dire oui, il y a le soi, etc. Puis après, tu as le soi de jungien. Toi, comment tu le perçois? Est-ce que tu peux en donner une définition?
Et puis définir aussi, tiens, qu'est-ce qu'une illusion? Parce que des fois, on peut un petit peu la galvauder aussi. Donc vraiment éclairer ces deux termes. Tu cites une référence très, très forte et qui me parle énormément depuis des années, hein. J'étais même allé le voir au cinéma, Matrix, qui est beaucoup plus qu'un film, effectivement, hein. C'est aussi c'est un enseignement, c'est assez prophétique quant à notre époque, à l'ère que l'on vit en ce moment. C'est visionnaire et c'est une œuvre, en fait, hein. C'est là où l'art, je pense, embrasse et est pleinement dans sa capacité en fait à éveiller les consciences, que l'art soit un vecteur d'éveil de ce qu'on peut appeler la spiritualité. Parce que c'est pareil, qu'est-ce que ça veut réellement dire la spiritualité? Est-ce que nous sommes spirituels ou non spirituels? Ça veut rien dire. Elle est là tout le temps, elle est là, elle n'est pas là. Nous sommes par définition des êtres spirituels qui venons expérimenter ce qu'est l'humanité, ce qu'est une expérience humaine quelque part. Et oui, Matrix, finalement, ça résonne avec beaucoup de fables et d'enseignements très fortes qui ont marqué aussi l'histoire humaine. Et c'est en écho à des grands ouvrages aussi, des livres ou des poèmes. Ou, enfin, on a ce genre d'œuvres majeures suffisamment fortes pour créer une forme de, à qui c'est recevoir, en tout cas une forme d'éveil justement sur ce qu'est le soi et le monde qui nous entoure et cette métaphore d'une matrice, cette métaphore de, de- d'une illusion générale. Comment on pourrait définir l'illusion du soi? Oh, ma perception euh, est, euh, est aussi simple que ça résonne avec ce que l'on a dit précédemment, c'est le soi, nous, ce que nous sommes, c'est la succession de tout ce que l'on a emmagasiné dans notre éducation, dans notre enfance, dans nos expériences de vie, dans le milieu dans lequel on a grandi, toutes les croyances, tous les schémas qui nous ont amenés à construire cette identité, donc associé à un ego qui est ni plus ni moins que la représentation de ce que nous sommes, de ce que nous sommes. L'ego, parfois, on pourrait le citer juste dans les aspects réactionnels, dans les aspects où on manque d'humilité, enfin, etc. C'est le côté peut-être un peu plus prétentieux ou un peu plus brutal, l'ego. Mais l'ego, c'est tout. C'est même la peur, c'est même la vulnérabilité, c'est même la fausse modestie. C'est juste la représentation que nous avons avec laquelle nous fusionnons. Et finalement, cette entité, ce soi, cette identité que nous avons façonnée et dont nous sommes aussi quelque part pas victime, c'est pas le mot, mais en tout cas que l'on porte de manière inconsciente, parce que c'est quelque chose qui habite notre corps et qui est clairement ancré dans notre esprit, dans notre conscience de ce que nous sommes, et ben cette personne, ce personnage, en soi, n'existe pas vraiment. Alors ça peut, ça peut déranger beaucoup, ça peut paraître, on dit, mais non, mais moi je suis ça, je sais très bien, j'ai vécu ça. Ça ne veut pas dire que nous n'existons pas en tant que tels. Ça veut dire que tout cela est une construction. Et c'est réellement une construction. Tu prends Dylan ou tu prends Steve et tu les mets dans des époques différentes, dans des contextes différents, dans des familles différentes, des éducations différentes. Nous aurons créé un autre nous, une autre illusion de ce que nous sommes. Et juste de réaliser cette construction, cette entité et cette identité pour ce qu'elle est, et réussir à la percer, c'est justement plonger dans cet espace beaucoup plus vaste où cette essence derrière le personnage et de réaliser cette pure présence, mais qui n'est pas identifiée, qui est ce que l'on partage tous. Il n'y a rien qui nous dissocie réellement de cette présence de fond quelque part. Euh, on va pas citer évidemment on va pas faire de parallèle avec des mots chargés de sens comme on peut retrouver dans les religions, mais cette dimension au-delà du temps, de créatrice de toute chose, on y est tous connectés, on n'est pas dissocié de ça. Et quelque part, percer l'illusion du soi, c'est de replonger dans cette dimension fondamentale de l'univers, cette dimension, oui, qu'on pourrait définir de divine avec les mots modernes, mais ce qui a toujours été là, ce qui sera toujours là, ce qui est toujours en mouvement,
qui nous porte, qui nous met en vie, dans laquelle on s'incarne, dans laquelle on repartira à notre mort, mais qui est au-delà de cette petite construction. Donc là, j'ai fait un peu un dézoom très très large, mais concrètement, percer l'illusion du soi, c'est justement de réussir à se libérer de notre identité dans notre vie au quotidien. Et pour ça, il n'y a aucune autre recette que de développer ce que l'on citait avant, cette capacité d'auto-observation et de voir qui, en fait, qui réagit. Est-ce que c'est Dylan? Est-ce que c'est Steve? Est-ce que c'est un tel? Qui réagit à cette situation? Qui, c'est-à-dire l'entité avec ses croyances, avec ses mémoires, avec ses souvenirs. Et percer l'illusion de soi, c'est de réellement pouvoir interagir sans porter et sans avoir un feedback avec ce que l'on pense être, avec toute ce vécu quelque part et cette pensée. Donc c'est à la fois complètement basique, complètement simple, mais on est tellement ancré dans ce que l'on pense être. Et toute notre société est créée sur l'identité, sur l'individualisme aussi, que c'est très dur de justement prendre cette pilule rouge et de sortir de cette illusion, de sortir de cette matrice. Et ça ne veut pas dire que l'on la quitte, ça veut dire que peut-être on arrive à être conscient de la superposition en fait de ces différentes dimensions. C'est-à-dire qu'on peut porter un personnage et comprendre ce personnage et interagir avec lui, mais en conscience, tout en sachant au fond que notre essence est totalement au-delà de ce soi créé de toutes pièces. Hmm. Et justement, avoir après un mode de vie où on ne, et de conscience où on n'amasse plus une forme de pyramide ou de construction d'une identité. On arrive à être libre de ce penseur, libre de ce personnage. Bien sûr, on utilise la mémoire et on peut avoir des souvenirs merveilleux dans lesquels on aime se replonger ou auxquels on a accès pour travailler ou pour interagir avec d'autres personnes. Mais fondamentalement, ce n'est pas nous. Et c'est ça, cette grande illusion du soi. Et c'est de vraiment percer aussi la frontière de la division. C'est de réellement ressentir, non plus dans un précepte qui découle d'un dogme ou autre, mais de comprendre que l'autre, c'est nous. Parce que fondamentalement, la division, défendre son petit bout de terrain, son identité, se battre pour quelque chose auquel on est très, très identifié, très associé, qui finalement va découler à de la violence, à de la division, et bien percer cette illusion, c'est en finir avec la division. C'est de réellement réaliser que nous pouvons être différents, certes, mais au fond, nous ne sommes pas dissociés. Nous sommes réellement tous interconnectés et fondamentalement. Et à mon avis, c'est ce step général que l'humanité devrait pouvoir franchir si elle veut vivre. C'est-à-dire qu'à terme, en continuant avec la suridentification et la division, on va vers la destruction. C'est clair et net, et on est en train de l'expérimenter. Et à mon avis, mais ça, on parle, c'est de la pure spéculation, ça peut être sur une échelle de millénaires ou plus, mais peut-être que la conscience humaine, réellement, ira au-delà de ce sens de l'identité et réalisera réellement l'essence fondamentale qui nous unit tous. Et ça, c'est pas un truc New Age ou, euh, ou complètement comment dire, hippie ou Hmm. c'est, c'est réellement comme ça. Et on en parlait tout à l'heure, hein, la physique quantique le démontre totalement et quelque part, on le sait tous en nous. Il n'y a rien qui nous dissocie, à part cette illusion de la division et de l'identité. Waouh. Ça fait pas mal de contenu à digérer. Ouais, Mais c'est très intéressant et tu vois, même ça, c'est des choses c'est des concepts que j'ai encore du mal c'est encore assez abstrait dans mon esprit. Et y a que, en fait, je pense que ce genre de choses dont on parle, euh, on ne peut que véritablement le comprendre le jour où on en fait l'expérience de manière subjective. c'est clair. Si ça reste intellectuel et même personnellement, en tâchant de te partager quelque chose que je ressens dans le cœur et que toi aussi, et qu'on a tous par moment, hein, bah, évidemment, avec les personnes dont on est le plus proche, on sent cet amour, cette vibration d'amour qui est si forte que la question de rentrer dans une division, mais au sens où il y a rien qui nous sépare, hein, c'est cet amour, c'est cette fréquence où ce qui
ce qui diminue les espaces entre les êtres. Cette vibration est tellement présente, par exemple, avec nos parents, notre mère, etc., que on peut le comprendre, on peut l'expérimenter, ou j'imagine, je n'ai pas d'enfant, mais ce que l'on peut ressentir avec ses enfants, on peut aussi en faire l'expérience avec les animaux, c'est d'être sur une telle compréhension, une telle réception de l'autre que la division n'est plus. Et là, c'est pas intellectuel, c'est une expérience directe. Mais pour faire cette expérience directe, il faut réussir à se libérer de ce besoin de se défendre en permanence en tant qu'identité, de se protéger. Et comme tout le monde, quelque part, se protège, forcément, on dit, ouais, mais moi, si on m'agresse, eh ben, il faut bien que je réponde à ça. Alors là, on rentre dans de la philosophie et des débats. Il y aura une réponse juste dans chaque cas. Mais fondamentalement, comprendre comment aller au-delà de la division, c'est, c'est la seule porte finalement vers l'harmonie et c'est la seule porte vers ce qui nous permettra aussi de, d'être en paix, en fait. On ne parle même pas de bonheur ou de joie, mais juste la paix. Parce que sinon, c'est en permanence un état de défense et de réaction à la vie. La moindre contrariété devient conflit et on est dans une suite ininterrompue de conflits, de micro-conflits internes, jusqu'au macro-conflit où les relations explosent. Hmm. Et à un certain niveau, ce n'est que de l'illusion, tout ça. Ouais, ouais cette espèce de friction permanente qu'il y a de. Ça me fait depuis tout à l'heure, ça me fait beaucoup penser à la philosophie stoïcienne, dont Oui, je pense que tu dois être aussi un grand adepte. oui. Voilà, de aussi longtemps où on va être attaché à vouloir défendre son soi, son ego, sa personne, ou vouloir créer de la division, en fait, on va créer il y a une espèce de friction qui se crée en nous, une espèce de une résistance en fait entre ce qui est et ce qu'on on veut qu'il soit. Et au final, on crée en permanence une espèce de tension en nous, une espèce de stress et une souffrance en fait. Oui. Et je pense que ça vient de m'y faire penser ce que tu as dit. Peut-être que le fait que chaque être humain euh, cherche à défendre son propre ego et à vouloir se défendre comme ça, donc à créer une friction en fait intérieure, et ben peut-être que à plus grande échelle, aujourd'hui, si on est dans ce monde un petit peu chaotique, c'est en fait chaque individu au niveau personnel, la friction personnelle qu'il crée, ça crée une espèce d'égrégore. Mhm. Parce que encore une fois, pour parler un petit peu du quantique, tout ça, c'est que la vie, c'est un miroir. On est un hologramme de l'univers, en fait. Donc, ce qui se passe en nous, ça se passe aussi à d'autres échelles, à l'échelle plus grande et plus grande et plus grande. Et je pense que s'il y a tout ce chaos aujourd'hui, voilà, cette séparation, même cette séparation avec la nature, avec la technologie, le métaverse, etc., c'est parce qu'on a créé cette séparation en nous en premier, en fait. Tu vois? Mhm. Mhm. Ça me fait Oui, penser à ça, tout ce que tu viens de dire. oui. Et ça évoque en moi une phrase que Pierre m'avait citée il y a peu de temps, qui est que dans le chaos réside un ordre supérieur que l'on ne peut comprendre avec nos esprits humains. Euh, C'est-à-dire que certainement, tout ce qu'il se passe aujourd'hui, toute cette souffrance, toute cette violence, toute cette division, à un certain niveau, elle est juste. Et c'est pas dire c'est bien, c'est mal, c'est au-delà du bien et du mal. C'est puisque c'est. Puisque ceci se produit dans cet espace-temps, dans cette région de l'univers, dans le grand euh, et interminable enchaînement de cause à effet, cette interrelation, comme tu disais, sur plusieurs plans finalement, euh, et que nécessairement cela devait se produire, cela doit se produire dans l'expansion et dans le mouvement de l'univers. Maintenant, est-ce que la conscience en elle-même, en s'expérimentant elle-même, ou l'univers en s'expérimentant lui-même, dans son mouvement, dans son existence, n'est pas, en tout cas si on observe ce qui se passe sur Terre, n'est pas dans cette... En fait, comment dire, c'est vraiment complexe parce que finalement, c'est de dire, est-ce que la guerre et la violence, ça a toujours existé et ça existera toujours parce que c'est dans la nature humaine et ça existe et ça fait partie de l'univers. Mais en même temps, est-ce que ce que l'on appelle le libre arbitre, qui est eu aussi une loi peut-être fondamentale de l'univers, est-ce que dans ce libre arbitre, la vie, la capacité à ce que la vie perdure et évolue et se recycle et finalement suive l'expansion de l'univers, ne passe pas par justement une compréhension
et une mise en relation avec cette conscience qui donne la vie, qui a fait que la vie est, et que nous sommes une part, un atome de l'univers, et un atome de cette vie. Et justement, de réussir, et là, nous y sommes confrontés ici et maintenant sur cette planète, et peut-être que cela s'est produit, et certainement, je pense, dans bien d'autres régions de l'univers, euh, se confronter à cette, en tout cas, faire face à cette nécessité, en fait, de se mettre en harmonie avec ce qu'est la vie et de finalement en finir avec la destruction. Mais ça peut être, et la division, mais ça peut être étalé sur des échelles de temps qui sont gigantesques par rapport à notre vie, à toi et moi, et à la vie un homme, d'une femme en moyenne aujourd'hui. Euh, je veux pas m'égarer, hein, juste pour raisonner avec ce que tu disais. Et c'était quoi l'autre point que tu avais soulevé sur Euh, on je me rappelle part, plus. en parlant d'éducation. Euh, non, voilà, c'était ça. Écoute, je sais plus vraiment où je voulais en venir, mais c'est pas grave. On laisse comme ça. Parce que c'est, justement, c'est des ressentis parfois tellement subtils que quand on part trop dans l'intellect, on se perd. Ah voilà, tu parlais du stoïcisme, etc. Oui. Et justement, c'est cette non-résistance à la vie, cette non-résistance à ce qui est, c'est pas une passivité en fait. C'est une manière très active de vivre dans cette harmonie de la vie et dans son mouvement fondamental. Et donc, justement, c'est tout sauf être passif et et ne pas prendre part au mouvement et à l'éveil collectif. Mais c'est le faire d'une manière qui n'est pas dans la force, en tout cas. Parce que quelque part, la vie, la plante, la graine, elle a pas besoin de force. Elle n'essaye pas de pousser, elle pousse naturellement. Et ça, pour un être humain, c'est très dur. On a tellement été régi par la force que, que, que l'on se fige et on a du mal à retrouver cette justesse avec le flot de la vie. Et peut-être que l'on tendrait justement à aller vers ça aujourd'hui pour une partie. Si toi et moi, on en discute aujourd'hui, et même si c'est au-delà de nos identités, c'est qu'il se passe quelque chose, et je pense sincèrement qu'il se passe quelque chose sur Terre, que en réaction à, tu parlais aussi du cause à effet de tout ce qui est comique, et à l'égrégore, voilà, la charge de toute la violence, de toutes Hmm. les guerres, de toute la division qui au niveau quantique, au niveau énergétique, entoure la Terre, même tout ce que l'on fait aux animaux, hein, le nombre de massacres, toute la violence, tout ce que l'on tue, l'animal, le végétal, forcément, ça crée une charge négative ou de vibration basse, si on veut prendre d'autres images, autour de la Terre. Euh, mais réellement, dans les vases communicants, je pense que la conscience humaine et la conscience collective est aussi en train d'émerger beaucoup plus fort que ce que l'on pense et certainement bien plus que ce qui est véhiculé par les grands médias et tout ce qui ne fait que donner en fait, que mettre de l'huile sur le feu à la peur et à la division et à la crainte de s'ouvrir et de s'éveiller et de rentrer dans cette force du cœur justement Hmm. pour changer l'égrégore, pour changer la fréquence. On a tous cette petite part de la lumière, on a tous cette petite bougie en nous, cette petite flamme. Et plus on va augmenter cette luminosité en nous, plus on va la rallier avec les autres points de lumière et plus la lumière percera les ténèbres si on veut rentrer dans des images. Mais réellement, je pense que c'est ce que l'on veut fondamentalement dans nos cœurs. Bien sûr. C'est la direction que l'on doit emprunter de manière collective. C'est aller vers cette vie et vers cette harmonie. On n'en peut plus au fond de toute cette division. C'est, c'est la fin d'une ère et il est temps de renaître en conscience et en amour. C'est merveilleux. Et est-ce que tu penses justement que il y a une élite qui veut absolument garder cette égrégore très, très, très basse et du coup garder ces gens dans la peur, dans la division, la séparation pour des intérêts quelconques? Ou est-ce que tu penses que c'est dû à la une simple inconscience des élites ou de ceux qui gouvernent? Est-ce que tu penses qu'il y a... en gros, c'est est-ce que tu as ouais, un point de vue un peu complotiste, mais bien que j'aime pas ce mot parce qu'aujourd'hui, être un complotiste, c'est juste voir la réalité en face, quoi. Enfin, je veux dire,
On se fout de notre gueule ouvertement, ça crève les yeux, quoi. Et donc, c'est quoi un petit peu ton point de vue sur ça? Je dirais que c'est la convergence des deux. Euh, la convergence des deux dans le sens où dans nos civilisations antérieures, parce que nous sommes une civilisation amnésique, comme dit Graham Hancock dans ses recherches sur les civilisations passées, le, la petite fraction de la société qui contrôle quelque part, qui dirige et qui est dans ce pouvoir et, et ses capacités de diriger l'opinion et d'influencer, de prendre les directions pour les autres, qui à l'origine, hein, si on revient même aux, aux origines de la politique, etc., n'est pas une mauvaise idée en soi, hein, de s'organiser. On a tâché de s'organiser. Forcément, la nature humaine, elle a une partie de la nature humaine, parce qu'il y a plein, plein de bonnes choses et de merveilleuses choses dans la nature humaine, mais il y a aussi, bien sûr, ce besoin de pouvoir, de contrôle, de s'enrichir du plus, d'amasser, fait partie intrinsèque de ce que nous sommes aujourd'hui. Et je pense que oui, il y a une petite partie qui s'organise pour s'attacher et rester dans ses intérêts et maintenir son niveau de contrôle. Et ça se transmet. Finalement, il n'y a rien de vraiment de nouveau, hein. On ne fait que perpétuer des schémas où des groupes de personnes, comme ils en ont l'opportunité, la possibilité, bah, pour leur intérêt, vont être dans ce pouvoir et ce contrôle. Après, est-ce qu'il y a une réelle intelligence du mal et de la destruction? Peut-être. Je pense qu'il y a, dans le spectre extrêmement vaste de tout ce qui existe, je pense qu'il y a réellement des individus qui ont une conscience et une intelligence du mal et de la destruction. Une forme de, on l'a vu dans l'histoire, même proche, il y a des génies, même si ce mot, je le trouve déplacé, mais du mal, au sens d'avoir une capacité consciente et intelligente à détruire, à réellement amener une énorme somme de souffrance et de violence sur la Terre. Il y a des êtres qui sont clairement dans cette dynamique. Mais comme en réponse, et de l'autre côté du spectre, il y a aussi des êtres, si on reprend même des archétypes comme le Bouddha, le Christ, la Vierge, ou voilà, des prophètes, des grands sages, Socrate. Il y a aussi des personnes qui ont cette énorme lumière en elles. Donc je pense que naturellement, ça fait partie de la diversité, en fait, de l'humanité. Et que clairement, aujourd'hui, il n'y a rien de complotiste à juste observer qu'on influence notre opinion, on influence nos pensées, et finalement, on nourrit la peur et la division, et on nourrit ce qui fractionne, aussi bien au niveau politique que dogmatique, que toutes les sous... petites, je parle pas en termes de hiérarchie verticale, mais toutes les petits groupes qui se cloîtrent dans leur petit bout de terrain et ce qu'ils ont à défendre et diviser pour mieux régner. Et donc, plus on va nourrir quelque chose qui sépare la masse de l'humanité, plus certains groupes vont finalement pouvoir maintenir leur richesse, etc. Et je pense que c'est aussi basique que ça aussi, à côté de cette intelligence du mal beaucoup plus poussée. Je pense qu'il y a aussi tu sais, une bêtise et une inconscience fondamentale où on veut plus, plus, plus. Je veux garder ma thune, je veux garder mon pouvoir, et c'est comme ça. Et j'en ai rien à cirer, même si ça détruit la planète, je le fais parce qu'après moi, c'est pas grave. Et cet égoïsme, oui, il existe clairement. Hmm. Et comme certainement ce sont des personnes qui ont la capacité d'aller utiliser les médias, d'aller utiliser les industries pharmaceutiques et autres, on est, on est influencé, on est dans cette matrice-là. Mais c'est pas si compliqué d'ouvrir les yeux là-dessus parce que c'est tellement gros aujourd'hui qu'il y a rien de vraiment complotiste en fait. C'est juste observer ce qui est. On en revient à cette capacité à être au contact du présent et de voir large, d'avoir une vision pénétrante des choses et d'en faire une expérience. Hmm. Ouais, génial. J'adore ce que tu dis. Et d'ailleurs, tu vois, les personnes justement qui, voilà, qui gouvernent, qui veulent le pouvoir, l'argent,
J'ai l'impression que c'est un petit peu c'est comme s'ils agissaient de manière très archétypale, très instinctive, très animale. Parce que si tu observes par exemple dans la nature, tu prends, je sais pas, tu regardes, tu prends un documentaire sur la nature et tu vois, je sais pas, tu vois trois hyènes en train de s'attaquer à un bébé lionceau, tu vois. Toi, tu te dis, ah, c'est cruel, c'est mal, la nature, il y a le mal dans la nature. Alors qu'en fait, fondamentalement, l'être humain, il va le catégoriser comme quelque chose de cruel, de mal, c'est mal ce qu'ils font. Alors qu'en fait, derrière ça, en fait, il n'y a aucune mauvaise intention derrière les hyènes. Mhm. Elles n'assouvissent que, ni plus ni moins, un instinct que leur Mhm. a conditionné la nature, en fait. Elles sont conditionnées par la nature. Tandis que nous, les êtres humains, on a cette capacité de pouvoir faire du mal avec une mauvaise intention derrière. Et pas juste de faire du mal, par exemple, je sais pas, en recherchant sa sécurité, on va vouloir faire du mal aux autres, mais sans mauvaise intention. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, bah, il y a des gens qui ont justement cette conscience de je sais que je fais le mal, je sais que je vais leur pourrir la gueule, que ça va tuer plein de gens, mais moi j'en ai rien à foutre, c'est juste pour ma gueule. Et tu vois, il y a cette espèce cette différence entre tu parlais tout à l'heure de libre arbitre, c'est-à-dire que l'être- l'animal, il a pas vraiment de libre arbitre dans le sens où il a été conditionné par la nature. C'est-à-dire que tu pourras pas faire bouffer un chat des graines, tu vois. Le chat, lui, il va absolument manger, il sera carnivore, il va chasser. Et du coup, si tu lui mets des graines, il mourra de faim parce que lui, il a été conditionné à je bouffe de la viande. Tandis qu'un être humain, lui, il a cette capacité à se détacher de la nature, à choisir son libre arbitre, à agir contre nature, et du coup, à pouvoir faire le mal et à développer cette espèce ce côté démoniaque, tu vois, qu'on retrouve pas. Enfin, moi, en tout cas, je pense qu'on ne le voit pas dans la nature. Le démon n'est pas dans la nature. Il n'est pas dans la nature d'un animal. C'est, je sais pas comment ça s'est produit, mais on a peut-être cet ego, mais on a créé en fait cette séparation avec la nature qui fait qu'on est capable justement de créer l'enfer sur Terre. Tu vois je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est complexe à. Et on en revient à l'illusion du soi de manière collective, c'est-à-dire que dans la grande illusion de l'identité humaine, il y a l'être humain et la nature. On a créé une division qui n'existe absolument pas. Nous sommes la nature. En Nous plus, sommes ouais. des animaux, nous sommes une des espèces, nous sommes une des expressions de la nature sur cette planète. Il n'y a rien qui nous dissocie de la nature. Et ça a été, je pense, une énorme racine de la destruction de notre environnement. C'est aussi d'avoir ce sentiment et cette croyance d'être dissocié de la nature et des autres règnes et de voilà, de de toute cette vie qui nous entoure. Et, on retouche ici un point qui est très intéressant et on peut l'aborder sous l'ordre, je veux dire, sous le regard de la philosophie, de la pensée, de la métaphysique, de la science ou autre. Mais évidemment, il y a un mouvement où l'animal et l'être humain, certainement originellement, doit tuer pour se nourrir, éventuellement pour se défendre. Et on n'est pas dans un rapport mental à quelque chose qui va être sciemment fait, où on veut faire mal, ou alors même aller vers de la perversion ou vers de la domination intelligente au prix de la violence et de la destruction. Et finalement, c'est quelque chose qui s'est inscrit au cours de l'évolution du cerveau et de l'intellect humain, tout ça. Donc, il y a forcément, comme on le disait tout à l'heure, une justesse dans le fait que la guerre a été l'extension de ça, finalement, l'extension de ces petits groupes originellement d'humains qui chassaient pour se nourrir et puis qui ont commencé peut-être à se tuer ou à se faire la guerre entre petits groupes d'individus. Et finalement, on en est arrivé à ce que nous sommes aujourd'hui. Hmm. Mais comme on a développé aussi cet intellect et que nous sommes en permanence en train de le nourrir, de le faire évoluer, et là d'ailleurs, on va fusionner probablement avec l'intelligence artificielle. Donc là, après, c'est des trames de scénarios. Je vais tâcher de pas m'éparpiller. Mais peut-être que c'est la fusion avec cette nouvelle conscience qui va nous permettre de réaliser des choses par la suite. Ça, je sais pas, je pense pas. Euh, mais tout ça pour dire que l'évolution de l'esprit humain est en train de se faire. Donc aujourd'hui, ces choses-là nous paraissent nécessaires. On dit
c'est un mal pour un bien. Je vais faire la guerre, on va détruire, on va tuer, mais c'est en vue d'un plus grand bien. Ça, réellement, ça ne fonctionne pas. On l'a vu. La guerre n'amènera jamais la paix. Le sang amènera le sang. Ça sera toujours comme ça. Comme aujourd'hui, on est en train de le réaliser, il y a une partie de l'humanité qui est en train d'évoluer, je pense, et ça rejoint ce que l'on disait aussi tout à l'heure, qui est en train de changer son mode d'interaction face à l'utilisation de la force comme quelque chose qui amène à l'harmonie. Et finalement, cette espèce que nous sommes euh, pourrait être en train de réaliser que, sans rentrer dans quelque chose de c'est l'amour, etc., que pour optimiser la vie, la guerre, ça fonctionne pas. Que juste dans un truc, mais complètement pragmatique, en tant qu'une espèce qui, il y a quelques millénaires, chassait pour se nourrir, là, elle voit que elle réalise de manière pragmatique, détruire son environnement et s'entretuer, c'est pas optimal pour vivre. Donc, dans quelque chose de très basique, on est en train aussi de le réaliser, même si ça prend, encore une fois, des millénaires. Mais on est cet animal qui est en train de voir que la branche qu'il est en train de scier, sur laquelle il est assise, que là, c'est maintenant. Hmm. Ou alors on disparaîtra, hein. Peut-être que c'est la suite de la trame spatio-temporelle de cette planète. Ça se trouve, là, on vit nos derniers siècles. Et j'ai envie de dire, dans la perfection du tout, c'est ainsi. Si ça se produit, encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, si ça se produit, c'est que ça devait se produire. C'est que ça permet de se produire. Ça se permet. Au-delà de notre compréhension, je pense qu'il faut réellement aussi laisser cette place au mystère, le Hmm. mystère fondamental, de vraiment contempler ce mystère dont nous sommes tous les Ouais. uns. Ouais, et puis des fois d'arrêter de. On a beaucoup des fois j'en parlais aussi avec Slim quand je l'ai invité sur mon podcast, où j'essaie de comprendre des choses et lui, en fait, il est plus dans l'action, dans la spontanéité. Il dit, moi, je m'en fous, en fait, de ce qui est après la mort ou quoi. Enfin, tu vois, pour schématiser un petit peu, c'est que moi, je fais, quoi. Je suis dans l'action, je suis dans le présent et est-ce que la Terre est plate ou pas? Est-ce que ceci, cela, au final, ça sert à quoi des fois? Tu vois, des fois, on se pose tellement de questions et on oublie en fait juste d'être et d'incarner vraiment qui on est. Et je trouve ça marrant des fois, notre propension, tu vois, à vouloir chercher vraiment dans les détails qu'est-ce qui se passe. Et mais encore une fois, c'est comme tu disais, c'est un équilibre entre, ok, on peut chercher un petit peu à chercher une compréhension, mais sans oublier qu'on est des êtres dans la matière et qu'on a une expérience à vivre ici. C'est ça, et réaliser que finalement notre conscience et notre être est multidimensionnel. On a différentes strates et on peut à la fois être comme nous le faisons là, ici, toi et moi, en train de réfléchir, de chercher ensemble, de se questionner sur finalement cette direction. Quelle direction on va emprunter, comment on va contribuer lors de notre passage éphémère à ce mouvement collectif. Et en même temps, juste l'expérimenter pour ce qu'il est, sans en attendre autre chose que de le vivre ici et maintenant. Mais il n'y a pas vraiment de dualité dans le sens où je pense que nous sommes à la fois tout ça, que nos êtres, nos consciences sont sur différents étages en permanence et qu'on peut naviguer entre ces différentes couches, d'avoir un moment de vie où on est complètement dans le flow, dans le lâcher-prise, où il n'y a plus de rapport à l'identité, et dans l'autre, et dans ce même moment, avoir cette lecture, cette capacité aussi de percevoir que le moindre geste que l'on fait là, il influence le tout et qu'on a forcément quelque part cette responsabilité d'avoir un geste harmonieux sur, sur tout ce qui nous entoure, parce que chaque geste, chaque pensée, tu parlais d'égrégore, a une résonance jusqu'au fond de l'univers à un certain niveau. Donc, la moindre fréquence que l'on émet, la moindre peut-être énergie ou vibration qui sort de notre être, de nos corps physiques et spirituels, eh ben, elle influence le tout. Donc, en ça, on peut se dire qu'on est à la fois dans une capacité d'être complètement libre ici et maintenant, et en même temps d'aller dans une conscience extrêmement subtile, extrêmement fine de la vie, et peut-être naviguer et osciller entre ces différentes dimensions. Hmm. C'est aussi riche. C'est assez merveilleux d'avoir la capacité de vivre sous différents plans au Ouais. même instant.
Oui, puis même, je pense qu'on l'expérimente tous un petit peu. Il y a des fois, par exemple, je sais pas, au boulot, par exemple, quand je suis fatigué, que j'ai plus envie, je vais être très égoïste, je vais être très dans le stress, tu vois, très down. Et puis, dans la même journée, des fois, tu peux, je sais pas, tu marches dans la rue, dans la nature, et là, tu vois, enfin, tu ressens une espèce d'ouverture du cœur, de gratitude, tu vois, de passer des fois de ces états de, encore une fois, d'égoïsme, parce qu'on est sous stress. Et quand on est sous stress, notre champ de conscience, il est sur le problème. Mm. Et quand tu t'en libères, des fois, dans la même journée, tu es là, tu dis même ça, mais pourquoi en fait tout à l'heure j'ai agi comme ça? En fait, c'est stupide. Une En fois qu'on a permanence. retrouvé cette ouverture, cette légèreté, on se dit, mais en fait, c'est. Et souvent, des fois, on se dit, putain, mais en fait, c'était stupide ce que j'ai fait ou ce que j'ai pensé. Et comme tu dis, ouais, c'est de naviguer, en fait. C'est une Mm. oscillation permanente, l'impermanence hein, de toute manifestation. Et puis, on parlait d'une conscience à différentes strates, mais on a aussi la conscience du fait que nous sommes aussi un ensemble de fonctions physiologiques, d'hormones. Donc, c'est tellement complexe le rapport psychosomatique entre l'esprit, le corps, toute l'influence des hormones, de ce qui traverse nos corps au niveau physiologique. Donc, juste aussi d'en avoir conscience, c'est un peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur bah, pourquoi est-ce qu'on a des vies où on cherche à comprendre nos corps et à s'astreindre à une certaine discipline avec, je sais pas, les hormèses, l'alimentation, le sommeil, l'entraînement, bah, c'est aussi parce que justement, on a une conscience que du fait de pouvoir agir sur ces mouvements du corps, agissent aussi sur le mouvement de notre conscience et agissent sur notre qualité de vie. Et, euh, et c'est extrêmement complexe, mais à la fois, si nous sommes dotés de cette capacité à en avoir conscience, bah, c'est que c'est juste, encore une fois, et que on peut juste développer cette acuité sans s'y perdre et sans y être attaché, mais juste en fait une sensibilité un peu plus fine de son corps, de son esprit. C'est passionnant. En soi, la vie, sans lui donner un sens, d'expérimenter ça. Après, c'est peut-être très personnel pour le coup, mais je trouve ça assez fascinant d'avoir cet univers du corps, d'avoir cet univers de l'esprit, d'avoir ce pont entre les deux, dans un univers qui est aussi dans son infinie complexité avec toute cette superposition et de dimensions. Et ce mouvement permanent, nous sommes en mouvement, l'univers est en mouvement, et ce ne sont que des points comme ça qui se rencontrent, qui se séparent, qui s'étendent, qui se rapprochent. Ouais, c'est ce mystère, il est fascinant. Mm. C'est une grâce de vivre, hein. Merci. Oui, oui, Merci merci, ouais, d'être. grave. On Ouais, est j'aime là. beaucoup, j'aime beaucoup. Pas pour combien de temps. Ouais, j'adore cette définition que tu as donnée de la vie, que ça s'étire, c'est tout le temps, ouais, c'est ça, c'est imperméable, c'est toutes les vibrations, énergie, ça bouge, on teste, on expérimente. Comme il me disait aussi Pierre dans le podcast, la vie, c'est essai-erreur. Essai-erreur, en fait, tu bricoles, c'est du bricolage. Ouais. Et on en parlait tout à l'heure, par rapport à l'illusion du soi. Ne serait-ce la personne que j'étais il y a 10 ans, elle a absolument mais rien à voir à la personne que je suis aujourd'hui. D'un point de vue aussi physique et biologique, parce que les cellules se sont régénérées, mais d'un point de vue mental, parce que j'ai une toute autre perception de la vie, j'ai une toute autre croyance. Et du coup, tu me mets face à mon Dylan du passé, c'est deux personnes totalement différentes. On va juste se ressembler un petit peu sur le plan physique, mais en soi, ça n'a rien à voir. Et je trouve ça magnifique, comme tu disais, que. Et moi, c'est ma passion, tu vois, depuis que je me suis ouvert au développement personnel, la spiritualité, l'alimentation, tout ça, c'est d'expérimenter sur moi, tu vois, de tester des choses, de voir que, tiens, quand je fais ça, je me sens comme ça, de tester sur le sommeil. Quand j'ai découvert un petit peu l'hormèse, en fait, je suis passé un peu par le biohacking, avec tu vois, le fait de prendre du café avec des bulletproof coffee, de faire des douches froides, des respirations Wim Hof, où tu vois que ton état de conscience, elle change. Moi, je trouve ça fabuleux, tu vois. Et plus récemment encore, là, j'ai fait l'expérience de psychédélique Mhm. avec la psilocybine, où j'ai testé en microdose et en plus gros trip. Et là vraiment, tu accèdes enfin, tu sors de la caverne, quoi. C'est absolument fabuleux. Tu vois vraiment le monde d'une autre manière. Et ça remet beaucoup de tes croyances en cause aussi. C'est ça que j'adore des fois. Moi, c'est ça que j'aime aussi dans la vie. C'est que des fois, tu vas péter une croyance que tu avais depuis des années.
et tu te rends compte qu'en fait, tu étais totalement à côté de la plaque. Comme si tu avais fait un espèce de saut quantique ou un saut de conscience où tu t'es dit, putain, mais une nouvelle prise de conscience qui fait que tu pourras plus jamais agir comme tu as agi avant. Par exemple, euh, moi, j'ai fait par le passé, j'étais dans un marketing de réseau qui s'appelle Herbalife Nutrition. Je sais pas si Mhm. tu connais. Oui. J'ai fait ça quelques temps avant voilà, de connaître le côté beaucoup plus naturel, etc. Et en fait, une fois que tu as goûté à la santé, une fois que tu as goûté au fait de manger sain, de faire du sport, de prendre soin de ton sommeil, de voir la différence entre l'énergie de merde que j'avais avant et l'énergie que j'ai aujourd'hui, mais en fait, tu as atteint un niveau de conscience qui fait que plus jamais tu pourras te mettre demain, te mettre à remanger des McDo, à fumer, à plus prendre soin de toi, tu vois. Enfin, je pense que c'est au niveau, c'est viscéral, c'est même au niveau de la conscience. Et j'ai vu des gens pourtant, par exemple, qui étaient dans cette activité, qui mangeaient bien, etc. Le jour où elles ont arrêté cette activité, elles ont tout arrêté. Elles ont arrêté le sport, elles ont arrêté de bien manger, elles se sont remis à- à avoir une vie un peu moins saine. Et du coup, ça me pose la question de me dire, enfin, tu vois, moi, j'ai eu ce saut de conscience, et il y a des gens pourtant qui goûtent à un espèce de saut de conscience, mais qui sont capables de revenir à l'état de conscience avant. Je ne Oui, sais pas si tu vois ce que je veux dire. complètement. On l'avait évoqué tout à l'heure, hein, d'ailleurs, cette Mhm. capacité à être très en conscience et très dans l'instant présent et avec tout ce que ça implique de justesse et de vitalité. Et de reperdre cette zone et ce que l'on appelle l'éveil n'est peut-être donc pas un état où on a atteint l'éveil, mais c'est Mhm. quelque Ouais. chose qui est complètement impermanent, encore une fois. Un état où on est lucide et on perce les illusions et on est libre et dans la pleine expression de notre être. Et puis de reperdre cette fréquence, de reperdre cette connexion à la vie et de repartir dans un schéma automatique. Et je pense que ça nous ramène vraiment à cet état d'humilité. Pas de fausse humilité où on s'amoindrit, mais où on se diminue parce qu'on a tous une très très grande capacité à être en conscience, fondamentalement, je le pense. Après, on n'est vraiment pas tous égaux par rapport à, à notre environnement initial, forcément, et à l'amour que l'on a reçu, et l'éducation, et tous les enseignements, etc. Euh, mais l'impermanence de notre état de conscience, il est clair et pleinement observable. Et tu l'as dit tout à l'heure, le Dylan d'il y a 10 ans n'est pas du tout le même au niveau physiologique que celui d'aujourd'hui, même si tu es dans le même corps, mais il est mort ce corps déjà. Toutes les cellules se sont reconstruites et ton esprit, pareil, il a eu un mouvement profond. Donc ça, c'est une expression concrète d'ailleurs de l'illusion du soi. Mhm. Et de Complètement. toute façon, Dylan, il est mort on ne sait combien de fois depuis 10 ans, et c'est vrai pour tout le monde. Et tu parlais des plantes médecines et des psychédéliques, et il y aurait énormément de choses à dire là-dessus. C'est les plantes, les médecines ont été pour moi aussi des grandes sources d'enseignement par expérience directe, par différents états de conscience modifiés et différentes médecines à différents moments. Mais réellement, le définirais comme quelque chose de majeur dans une capacité à faire une expérience directe de ce qui est euh, et d'aller au-delà de la perception que l'on a en permanence, de changer réellement son spectre de vision et de décoder un peu plus euh, notre environnement, de décoder un peu plus les différentes dimensions, à la fois internes et externes, qui sont un miroir d'ailleurs. Et oui, oui, ça a été pour moi une grande source d'apprentissage. Et finalement, ça a été aussi le passage de beaucoup de concepts intellectuels à de l'expérience directe. C'est-à-dire que tu peux lire des choses sur la philosophie ou des choses sur la science, sur la physique quantique, et ça reste du domaine de l'intellect. Tu peux les comprendre intellectuellement, mais de là à les expérimenter ou à les incarner, il y a tout un monde. Et en état de conscience modifié, la puissance de ces plantes et la puissance de notre corps en synergie, lorsque
on est au contact et que ça active ces zones de notre cerveau, notre conscience. Et là, on n'est plus du tout dans quelque chose d'intellectuel, on est réellement dans une expérience différente de la vie, mais qui nous apprend tellement. Et on parlait, tu vois, de tous les dirigeants de notre monde. Je pense qu'il y a aussi pas forcément un désir de nuire de la part de tout le monde, il y a aussi et fondamentalement une énorme inconscience. Une énorme inconscience au niveau spirituel, si on veut emprunter un mot fort, mais c'est-à-dire que la question se pose même pas en fait de l'interdépendance, de la capacité à être relié, à réellement à coopérer et à agir en harmonie pour co-créer une dimension, déjà la créer au niveau de la psyché, au niveau de l'esprit, pour la voir se matérialiser et aller vers quelque chose d'harmonieux. Il n'y a aucune conscience de la part de beaucoup de nos politiques et de nos dirigeants au travers du monde. Et peut-être que si je dis ça comme ça, mais peut-être que si tous ces dirigeants avaient pris ne serait-ce qu'une fois de l'ayahuasca ou des champignons, hein, ou du San Pedro ou d'autres médecines, auraient ouvert ses portes et se seraient comportés complètement différemment. Tout ça pour dire que ça a une réelle place majeure et essentielle, comme ça a pu être dans d'autres civilisations, je pense, la plupart de nos civilisations antérieures. Il y avait la place à l'utilisation de ces plantes, de ces dons de la nature pour permettre à nos consciences de s'expandre et de réaliser tous nos corps, de réaliser derrière les dimensions physiques, toutes les interactions énergétiques et subtiles sous tous les plans, de réaliser toutes les autres formes d'intelligence qui nous entourent, d'avoir une autre perception de ce qu'est le temps, d'aller voir au-delà de ce qu'est l'idée de la mortalité, etc., etc. Ce sont des enseignements infinis. On le sait pour ceux qui l'ont expérimenté, et ça rejoint ce qu'on peut aussi expérimenté par la méditation, hein. Ce sont des états de conscience modifiés qui se rejoignent. Mais, euh, mais je pense que c'est aussi une des voies très importantes de la médecine. Et d'ailleurs, la médecine commence à aller de plus en plus, à revenir vers ça, notamment aux États-Unis, l'utilisation de la psilocybine pour traiter les grandes dépressions, les addictions très fortes, les personnes en phase terminale, etc. Donc, euh, œuvrons aussi enfin, pour casser encore une fois tous ces préconçus et ces idées reçues où on met ça dans la drogue, où on Ouais. met ça dans quelque chose de négatif, où on Mm. met ça dans le truc du trip ou du... Non, non, non. Là, on a affaire à des merveilles de la nature qui, en symbiose avec l'esprit humain, sont directement dans la lignée de notre expansion et de notre éveil collectif. Ça fait partie des grands outils que l'on peut utiliser. Évidemment, avec conscience et avec sagesse. Mm. Et comme tu le dis, toutes les civilisations, elles se sont bâties sur l'utilisation de plantes médecines. Et aujourd'hui, on n'a qu'à regarder la société d'aujourd'hui. On a rendu le sacré profane. Mhm. Le tabac aujourd'hui, avant c'était du tabac sacré. Enfin, les chamans consommaient du tabac sacré. Aujourd'hui, c'est du tabac avec du goudron et d'autres merdes vendues en paquet qui rend malade. Aujourd'hui, on va prendre des psychotropes pour se défoncer en soirée. On a complètement rendu le sacré complètement profane. Et c'est ça que je condamne un petit peu avec. Enfin, je condamne pas les médecines, je condamne l'être humain. Et je condamne encore plus les gouvernements qui veulent interdire ces substances, alors qu'en fait, elles peuvent, je pense, aider énormément, justement, et on en parle depuis le début, à cette expansion, à lever le voile de l'illusion, à arrêter de créer de la séparation, de la guerre, de la souffrance. Je pense fondamentalement, et je l'ai vraiment ressenti quand j'ai pris la médecine, que si tous les êtres humains prenaient cette médecine, il y aurait plus ou du moins quasiment plus de guerre ou de conflits dans le monde. Et d'ailleurs, tu le disais tout à l'heure, ça aide en fait à changer de prisme, de perception. Et moi, en fait, clairement, c'est quand j'ai pris la médecine, c'est elle qui m'a dit en fait de me remettre au dessin. Elle m'a dit, toi, t'es ici, tu dois créer en fait, t'as rien d'autre à faire. Tu dois créer. Les êtres humains, enfin, c'est ce que j'ai compris dans mon expérience subjective, c'est que nous, les êtres humains, on est là pour créer. C'est ce qu'elle m'a dit, c'est le message qu'elle m'a transmis. Et depuis ce moment-là, c'est là où vraiment je me suis remis à vraiment redessiner, à re-rentrer, à retrouver cet état de flow que j'avais quand j'étais enfant. Et ce plaisir, tu vois, cette spontanéité. Et là, pour le coup, cette action dans la non-action. C'est-à-dire, je suis dans le dessin et tu vois, je fais juste que dessiner, quoi. Il y a pas de... On pense pas au futur.
L'âme d'enfant qui s'exprime librement, il n'y a Exactement, pas d'attente. exactement. Et après, voilà, j'ai eu plein d'autres expériences comme... en fait, j'étais entre... J'avais les yeux ouverts, je voyais le monde physique, mais en même temps, je voyais qu'en dessous, le monde physique était structuré par toutes plein de formes géométriques. Mhm. Et que si, en fait, il n'y avait pas ces formes géométriques, la matière ne tiendrait pas. Enfin, c'est ce que je voyais, tu vois. Et c'est dingue, en fait, la perception que tu peux avoir de toi, du monde. C'est juste dingue, en fait. On pourrait en discuter encore pendant des heures, mais c'est des choses dont il faut faire l'expérience, il faut le vivre de manière subjective. Et ça apporte vraiment des profonds changements, ouais, Comme tu le dis, on clairement. peut en parler infiniment. Ce qui est intéressant, je pense, pour ceux que ça peut intéresser, c'est de réellement d'aller se renseigner, d'aller se documenter et pourquoi pas d'en faire l'expérience. Euh, Si l'appel est fort, évidemment, on peut que l'encourager. Et je dirais qu'aujourd'hui, nous, quand je dis nous, hein, c'est sans y être attaché, mais la civilisation occidentale a toujours ce besoin de prouver les choses, d'expliquer. Mais il y a aujourd'hui, je pense, là, enfin la convergence des sagesses anciennes avec la science moderne. Et ça Ouais. inclut aussi bien la méditation que les médecines, les arts et les sagesses chamaniques. Et aujourd'hui, on a cette connexion entre science et spiritualité finalement. Donc on vit tout de même une très grande époque aussi et grâce à ce moment où il y a plus vraiment de distance entre la science et la spiritualité. C'est en train de se rejoindre. Et ça, c'est fantastique, même de pouvoir avoir une expérience en état de conscience modifié et d'observer les géométries sacrées, la vibration de la matière, et après d'aller regarder les dernières études, je te dis ça comme ça, au CERN, sur le boson de Higgs, qu'on appelle la particule de Dieu, qui est la plus petite, pour l'instant, vibration, particule de la matière découverte, en tout cas découverte, on n'a rien découvert, mais observée et juste en fait voir que les géométries que tu observes dans ces microscopes surpuissants sont les mêmes géométries que ton corps a naturellement la capacité d'observer en changeant un peu le prisme et la fréquence de perception des choses. Et on est en permanence dans cette capacité à plonger dans l'infiniment grand et l'infiniment petit, pour peu qu'on se laisse euh, la place et le silence de pouvoir pénétrer les choses. Et voilà, donc bon, c'est merveilleux. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Ouais, bref, on pourrait en parler des heures. Excuse-moi, Merveilleux. moi je pars dans mes digressions, mais parce que c'est vraiment des choses qui me passionnent et l'apprentissage est permanent. Chaque prise de médecine, chaque méditation, il y a toujours un nouvel enseignement. Et c'est tellement infini qu'il n'y a aucune conclusion à tirer, quoi. C'est vrai. Mais s'ouvrir au maximum. Laisser ce vecteur, voilà, c'est ça que je voulais dire. On est comme, on en ressent vraiment ça, je trouve. Je sais pas si toi, tu pourrais le relater, mais que nous sommes des vecteurs, nous sommes des antennes quelque part. Et une fois que l'on laisse la place, les informations peuvent transiter, on peut recevoir euh, au travers de nos corps et de nos esprits. Et on devient ces récepteurs de la conscience fondamentale. Et on Mhm. les observe assez clairement en état de conscience modifié. Et Ouais, clairement. ne pouvons qu'espérer que bah, c'est déjà en train de se passer malheureusement, mais que l'industrie pharmaceutique, justement, comme tu l'as cité pour le tabac, ne fasse pas de quelque chose de sacré et d'accessible pour tous euh, un énième médicament. Et je pense qu'il y a déjà des brevets où on est en train où certaines compagnies sont déjà en train tu vois, d'utiliser la psilocybine pour en faire quelque chose qui serait plus curatif sur une ou deux prises, mais parce que c'est beaucoup plus intéressant au niveau du business de faire un truc C'est où vrai. tu en prends, finalement, tu te tapes un nouvel antidépresseur à vie. Donc c'est aussi en train de se produire, mais le plus on véhiculera la conscience que nous avons cette médecine dans la nature et cette médecine en nous, on va pouvoir, enfin, il faut réellement, tu vois, se libérer de toute cette surmédicamentation et cette anesthésie chimique de la conscience.
Et tout n'est pas mal dans la médecine, évidemment. La chirurgie, etc., sont des branches merveilleuses de la médecine moderne. Mais une des grandes choses qui, je pense, détruit la conscience humaine, c'est aussi cette médicamentation, cette surmédicamentation à large échelle. Alors que la Complètement, ouais. première médecine, c'est la nature. Ouais. Puis on pourrait même inclure, au-delà de la médicamentation, on pourrait inclure l'alimentation Oui, mais industrielle. complètement, complètement. Tout C'est ce la même chose qui... au final. Ouais. Quand tu regardes maintenant, tu manges un plat préparé, c'est des ingrédients complètement chimiques issus des mêmes choses que, enfin, je veux dire, ça vient des mêmes laboratoires au final. Hmm. Clairement, ouais. Putain, on pourrait faire un deuxième podcast sur les peuples chamans et c'est passionnant aussi. Oh, on s'en fera un, ça. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup étudié aussi le chamanisme et le point de vue de la médecine actuelle. Et là, ces derniers temps, tu vois, je m'intéresse beaucoup au fait de se souvenir de son futur. Cette espèce de boucle de rétroaction qu'on peut créer. Je ne sais pas si tu connais le physicien Philippe Guillemant et l'ethnobotaniste Romuald de Le Terrier. Oui. Romuald de Terrier, j'adore parce qu'il a travaillé avec des chamans dans des tribus. Et en fait, les chamans sont capables de s'envoyer de recevoir de l'information du futur. Leurs futurs sont capables de leur envoyer une information dans le présent à travers les rêves, à travers des synchronicités. Et moi, je trouve ça fabuleux parce qu'on se dit, en fait, en fin de compte, qu'il n'y a pas de, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de temps. Il y a une multitude de. Enfin, en fait, c'est ce Le que temps je, n'existe pas tel que nous voilà. pensons. Là, dans le présent où je suis, il y a encore un Dylan du passé, il y a encore des multiples Dylan du passé, il y a encore une infinité de Dylan du futur. Et à travers des rêves, ça, on pourra aussi en parler, mais les rêves, tu vois, on peut se faire des rêves prémonitoires, c'est potentiellement le fait qu'on a envoyé une information du futur à son présent, tu vois, donc à son passé. Et je trouve ça fabuleux. Moi, j'adore explorer ces domaines-là. Et en fait, on est en train de, comme tu disais, on découvre rien. En fait, la science est en train de découvrir des choses que les peuples ancestraux ont compris depuis des milliers d'années déjà. Enfin, Oui, bien et sûr. on a besoin d'avoir des appareils pour dire, ah, on a mesuré avec nos appareils dans nos petits laboratoires, on a vu que tel électron a un nid, donc oui, ça existe. Mais seulement si on l'a vu en laboratoire. Si on ne l'a pas vu en laboratoire, si c'est deux Indiens là qui ont fumé de la pipe et qui nous ont dit qu'ils ont vu des esprits, ça, on les prend pour des perchés, tu vois. Donc j'aime beaucoup en fait cette fusion qui commence à y avoir dont tu parlais entre les peuples primitifs, les chamans, et le fait de pouvoir l'observer à travers des appareils ou de vraiment le comprendre à travers différentes, comme la physique quantique, tu vois, moi, je trouve ça fabuleux. Je pense qu'on arrive vraiment dans une nouvelle ère là où ça va être vraiment fabuleux. J'ai hâte de voir ce qu'on va comprendre de tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. Ça va être, c'est comme on le dit, hein, la vie, elle est excitante, elle est magnifique et j'ai hâte de découvrir ce que je ne sais pas encore. Ouais. Toujours s'enthousiasmer. Exactement. Avoir Dieu en soi. Mm. Ouais. Et puis oui, nos ancêtres, hein, tous ces peuples premiers, toutes ces sagesses chamaniques, et elles sont si riches. Euh, puissions-nous réussir à en tirer la sagesse et tout ce que l'homme a découvert, a réalisé dans le passé qui a pu percer nos âges et arriver jusqu'à nous. Je pense qu'aujourd'hui, dans cette ère où on fusionne avec le digital, avec ce qui nous absorbe et qui nous déconnecte un peu plus de l'essence et de l'origine de la vie et de la nature, euh, il est très, très important de pouvoir faire en sorte que ça continue de vivre et de percer et de traverser les âges parce qu'on a réellement besoin de ces enseignements aujourd'hui, tout en continuant évidemment d'avoir une science qui va de plus en plus au cœur des choses et qui nous éduque et qu'on bénéficie de la force d'enseignement et de compréhension de toutes ces données qui nous amènent vers une seule chose, et on ne peut que le répéter, une seule chose qui est que nous sommes unis, nous sommes tous interdépendants, nous respirons la même air et il faut changer maintenant nos manières de nous comporter. On est tous unifiés et ça ne sera que via la coopération
que l'on vivra. Et soyons dignes aussi d'être des ancêtres pour nos enfants, Hmm. pour Ouais. nos descendants. Soyons dignes d'avoir contribué de la manière la plus active possible à une transformation de la conscience sur cette planète. Très beau, très beau. Merci beaucoup. Je vais t'emmener sur la dernière partie du podcast avec trois petites questions de fin. Juste avant d'enquiller sur ça, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Et est-ce que tu proposes des services? Est-ce que tu proposes voilà, tout à l'heure, tu parlais que tu accompagnais des gens sur des cercles de méditation, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu peux proposer aux personnes qui seraient intéressées? Hum, Alors principalement je suis basé à Paris, dans deux dojos, dans deux endroits, hein, dojo, le lieu de la voix en japonais. Donc un dojo principalement d'arts martiaux et un autre espace euh, que j'ai co-créé. Et dans ces endroits, eh bien, je donne des cours individuels, aussi des ateliers collectifs. J'aime aussi créer des ateliers avec d'autres enseignants dans mon réseau d'amis, des danseurs, des enseignants en yoga, la respiration. Enfin, voilà, cette approche holistique de l'entraînement, ça, c'est quelque chose que je fais quotidiennement. Donc, principalement à Paris, mais par exemple, avec Slim, on est en train de travailler sur des retraites et des ateliers dans différentes parties de l'Europe. On réfléchit à l'Espagne, on réfléchit au Portugal, Mm. de pouvoir aussi voyager, rencontrer et, euh, et transmettre, hein. Je pense que le maître mot, c'est la transmission. Et puis, euh, qu'est-ce que je veux dire? Oui, sur les réseaux sociaux, bah, on utilise tous un peu ce vecteur-là. Moi, j'ai mon Instagram sur lequel je communique un petit peu. Pour moi, c'est un moyen de rencontrer. C'est là aussi où on s'est rencontrés. Et, euh, et voilà, je pense que globalement, moi, je continue mes recherches. Je vais de plus en plus vers mon intention est de transmettre à une échelle de plus en plus vaste. Donc là, je travaille sur des formats plus accessibles via des vidéos, via des écrits, via des conférences, notamment dans le Festival du potentiel humain que Pierre crée, et qui est une superbe entreprise. Moi, je pense que tout est dans le fait de s'unifier, hein. On l'a pas encore assez dit, mais et pour moi, mon impulsion là, c'est d'aller de plus en plus à la rencontre de tous ceux qui transmettent, qui mettent à disposition leurs connaissances, leur savoir, et qu'ensemble, justement, on se rencontre et on fasse d'autant plus transiter les informations. Donc voilà, globalement, des ateliers, des conférences, des vidéos sont en train de se développer. Et c'est ce qui me fait aimer faire ce que je fais, apprendre, rester cet étudiant perpétuel de la vie et tâcher de transmettre ce que j'étudie aussi bien à mes élèves en individuel que je l'espère dans un rayonnement de plus en plus vaste. Et ça n'a rien de personnel, c'est justement laisser cet espace en soi aux informations qui doivent transiter. Hmm. Et une mission de vie, c'est la voie si je reviens un peu dans cet archétype martial, pour moi, c'est la voie du guerrier pacifique. Ah, magnifique. Génial. Merci beaucoup. C'est à toi. Je vais t'emmener sur les trois dernières questions. Première question, tu as un petit peu répondu, mais si tu devais en dire une phrase, admettons que là, c'est ton dernier message que tu pourras donner à l'humanité et qui sera retranscrit en simultané sur tous les réseaux, sur BFM, sur les écrans de Times Square. Qu'est-ce Surtout que pas tu... sur BFM. Ouais, surtout pas, ouais. Ça serait... Ah si, ça il, serait bien, peut-être. il le censurerait. Il le censurerait. Qu'est-ce que tu dirais à l'humanité si tu avais vraiment un dernier message? C'est drôle parce que là, en fait, ce qui me vient comme ça, en fait, je dirais rien. Ça serait juste Intéressant. le silence. Hmm. Parce que tout est déjà là. Si on fait le silence réellement, pas intellectuellement, si on fait l'expérience directe du silence, on pénètre dans la nature des choses. Et l'enseignement de la vie nous vient naturellement. Développons cette écoute du silence
et recevons l'enseignement de la vie et de l'univers. Ouvrons pour recevoir. Merveilleux. Magnifique. Deuxième question, si dans tes journées, tu ne pouvais faire que trois activités, ce serait quoi? 3 activités dans les journées. Ouais. Tu étais limité à à trois activités dans une journée. Hmm. Clairement, avant tout, l'interaction, ce serait si c'est une seule, avec peut-être un ou des êtres chers, l'interaction humaine, quoi, l'échange humain, avant tout. Deuxième, interaction avec la nature, même si les êtres chers et la nature sont la même chose, mais voilà. Du temps avec les aimés, du temps en nature. Et la dernière, ça serait le corps physique est tellement éphémère, ça serait d'incarner le mouvement, soit par la danse, soit par les arts martiaux, mais juste de bouger, juste d'expérimenter ce mouvement de cette merveilleuse création de la nature qu'est le corps humain, parce qu'il est en permanence en train de mourir. Et je voudrais juste le faire bouger en ce jour, euh, en espérant qu'il y ait encore d'autres jours, mais ouais, de ressentir cette vie au travers de ce corps physique. Voilà. Génial. J'adore. Et dernière question, quel serait le dernier message selon toi, en te projetant comme ça, le dernier message que tu te dirais à toi-même avant de donner ton dernier souffle? Qu'est-ce que tu aimerais te dire en tout cas à toi-même? Hmm. Je t'aime, Oh. c'est tout. Mm. C'est tout. Sur ce, Steve, je te remercie. J'ai adoré cet échange. C'était d'enseignements, plein de sagesse. C'est encore une fois une conversation que je vais réécouter pour le temps de bien intégrer. Parce que, encore une fois, c'est des choses, on l'a intellectualisé, on a mis des mots, mais c'est des choses à expérimenter, à essayer de vraiment comprendre viscéralement ce que ça veut dire. Ouais, j'ai adoré, j'ai juste adoré. Franchement, c'était merveilleux. Merci pour le temps que tu as pris. Et Dylan, c'est pleinement réciproque. Merci pour ton invitation, merci pour ta générosité, ton écoute. C'était ouais, une réelle joie de te rencontrer, mais finalement, c'était jamais Ouais, parlé avant. Et quelle belle manière de se rencontrer que d'avoir une discussion cosmique, comme on le dit pour le coup, avec ouais. Frère Slim. Là, pour le coup, c'était vraiment cosmique. Je me languis aussi de te rencontrer du coup en physique le 20-21 mai au Festival du potentiel humain au Pont Exactement. du Gard. Je pense que le podcast sera probablement mis en ligne avant le festival. Donc, pour les gens qui ne sont pas au courant, bah, allez voir. Je mettrai les liens de toute façon en bas. Je mettrai aussi les, je mettrai les liens vers tes contacts à toi si les gens veulent en savoir un petit peu plus. Et voilà. Bah, en tout cas, je te dis à dans un mois pour le côté physique. Pour jour, hein. Enfin, même un peu moins. Oui, oui. Hâte de Ouais, te rencontrer et hâte de participer à ce festival. Il va y avoir plein d'amis, il va y avoir plein d'êtres de lumière, de guerriers de lumière. Ça va être un beau moment, une belle rencontre. ouais. Merci encore Ça va être phénoménal. pour cette conversation d'aujourd'hui. Merci Steve. Merci tout le monde. Merci à tous.